Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de nos webinaires autour du guichet unique. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés un nouvel invité, Guillaume Fayet, Bonjour à tous. euh, associé expert comptable et commissaire aux comptes dans son cabinet conseil d'experts. Et évidemment, Lauriane Récard, notre experte du guichet unique et des formalités juridiques des entreprises. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Cette nouvelle thématique sera forcément consacrée aux problématiques du guichet unique, hein. Nous en parlions tout à l'heure, le guichet unique est-il devenu magique? Pas sûr, pas encore. On verra tout au long de cette heure d'intervention les nombreux sujets encore en cours de réglage, en cours de correction au niveau de la plateforme. Et on en profitera pour faire un tour d'horizon des petits sujets pratiques qui vous permettront de vous faciliter la vie sur la saisie et de profiter du témoignage de Guillaume pour nous aider et vous aider à mieux comprendre les petites difficultés à passer et les bonnes méthodes pour faire vos formalités un peu plus sereinement qu'à l'accoutumée. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque voilà, est-ce qu'on va reparler un peu de nous aussi quand même, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que vous êtes 2000 à nous suivre sur ce webinaire, et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réagir sur la plateforme, sur votre site internet via l'onglet sondage ou questions. Donc, vous pouvez mettre dans le chat un message, mais vous pouvez également poser des questions et nous répondrons en fin de cet événement aux questions qui vous intéressent le plus. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet onglet dans votre navigateur et nous essaierons de répondre au maximum de questions après l'intervention de Lauriane et Guillaume. Un petit dernier mot, si vous avez un petit problème technique de réglage, n'hésitez pas à relancer votre navigateur. Voilà, vous êtes nombreux à être connectés, ça peut parfois ralentir un peu le fonctionnement de la plateforme. Merci à Clément, à Aurélien qui sont derrière les manettes et qui nous permettent de proposer cet événement en ligne. Legato Digital, donc annonce formalité et conformité, puisque pour les experts comptables, hein, Guillaume, tu as dû assister à notre webinaire sur la conformité. On propose des services autour de la lutte anti-blanchiment pour vous permettre de plus facilement répondre à vos obligations LAB. Vous nous connaissez évidemment sous tous nos titres de presse en région et regroupés sous la bannière de mesinfos.fr. Voilà, je vais pas aller plus loin, j'espère que vous êtes fidèles à nos rendez-vous et que vous avez déjà l'habitude de de nos services. Évidemment, du guichet unique et des formalités, on est sur le sujet depuis un petit moment. On en reparlait encore. Les premières réunions avec l'INPI ont eu lieu en 2021. Un peu avant le lancement. Voilà, on a suivi toutes les évolutions, les difficultés on continue à faire des formalités malgré tout. On en parlait, on n'a pas abandonné. Voilà. Et, on traite voilà, environ 45 000 formalités chaque année, donc ce qui nous donne quand même un panorama assez large des problématiques et des questions techniques autour du guichet unique remontées par vous, utilisateurs de la plateforme, mais aussi par nos équipes, nos formalistes à Paris, Lyon, Marseille et Caen. Au menu aujourd'hui, donc, on va revenir encore une dernière fois, je pense, sur le décret du 22 août, puisque on a encore pas mal de questions, de remontées, on en parlait hier avec Guillaume en préparation. Il y a pas mal de problématiques qui restent en suspens. On passera aussi sur les valideurs avec Lauriane, et notamment les dernières infos que tu as pu obtenir du guichet unique sur ce sujet-là. Les petites nouveautés et puis les erreurs fréquemment commises, donc je vais faire des petits rappels et après voilà les évolutions vraiment pour nous qui vont nous changer dans la pratique, qu'on attend avec impatience, qu'on a demandé et qu'on attend avec impatience que ça va changer dans notre pratique. C'est pas énorme non plus, hein, voilà. Mais ce que j'ai essayé, c'est de regrouper des informations sur les valideurs, sur les formalités et puis sur les nouveautés. Voilà. Et on finira par un dernier point que tu nous as soulevé récemment autour de la demande ACRE et des modalités qui sont pas toujours évidentes
pour les entrepreneurs et pour leurs représentants. Donc on fera un petit focus sur cette manière de saisir les demandes. Ah, c'est suite aux demandes que j'ai eues sur notre site que j'ai mis le chemin pour aller, quand on n'a pas de compte URSSAF, comment est-ce qu'on fait pour faire la demande ACRE rapidement. Donc voilà, j'ai été rechercher et je vous ai fait préparer des slides et on va en parler 2 petites minutes. Le décret du 22 août, je vais vous pousser un petit sondage, puisque on est curieux de voir si vous avez utilisé le sondage. Alors, hop, je vais mettre ça en ligne. Est-ce que vous voyez tous Donc, vous avez encore une bonne partie hein, à ne pas avoir utilisé. On est à peu près à moitié-moitié. Je vois dans les réponses. Donc, c'est intéressant de voir que on a, voilà, Lauriane et Guillaume, on a à peu près la moitié des spectateurs, des participants qui n'ont pas utilisé on voit déjà, encore. avec nos clients, on voit déjà que même nous, on a levé la pédale sur les confidentialités parce qu'on attend toujours le décret rectificatif du décret du 22 août. Qui est paru, qui devait, c'est 2025, Ouais, c'est 2025. qui devait en fait venir rectifier toutes les erreurs qui ont été commises pour nous permettre d'occulter facilement les adresses et surtout, il y a des lacunes qu'on a relevées et qui devaient aussi, qui devaient être comblées et malheureusement le décret rectificatif n'est pas venu, on l'attend depuis septembre dernier, et surtout, moi j'ai des remontées comme quoi c'est pas un sujet qui est prioritaire. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est un dispositif qui a été mis en place en 3 semaines. On l'attendait avec impatience, qui a été mal mis en œuvre. Bon, faut dire les choses quand on n'a que 3 semaines. Déjà quand on a du temps, on voit très bien ce que ça donne. Mais quand on n'a pas de temps, c'est encore pire. Et donc pour l'instant, le décret rectificatif, on n'en entend plus parler, on le voit pas, on le réclame, mais voilà. Il n'y a pas de nouveauté sur le sujet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un décret qui va arriver sur l'occultation des annonces légales. Mais ça, on en parlera après. Ouais, on va en parler juste après. Peut-être Guillaume, toi, avoir ton sentiment sur le sujet. Est-ce qu'il y avait déjà c'était clair au moment où c'est lancé? Est-ce que toi, tu as des demandes de tes clients Alors à ce aujourd'hui, sujet-là dans les cabinets, on commence à avoir pas mal de demandes, notamment lors de la création d'entreprises, de rendre confidentielles certaines adresses. On a des problématiques parce que on se rend compte que les annonces légales, notamment, elles, prévoient toujours la publication de l'adresse du dirigeant quand on fait une création d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut rendre confidentiel, mais en même temps certaines choses sont pas confidentielles et du coup les clients ont du mal à comprendre que on puisse faire une demande de confidentialité sur le guichet unique, mais en même temps faire une annonce légale qui marque l'adresse du dirigeant. Donc c'est vrai que c'est un petit peu antinomique. Et puis après on a aussi, on commence à avoir des demandes de clients qui nous disent aujourd'hui j'ai beaucoup de documents du passé qui présentent mes adresses et donc du coup comment faire pour supprimer les adresses. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on peut faire en rafale? Voilà, donc c'est les questions un petit peu du quotidien qu'on peut avoir aujourd'hui. Et les cabinets, je pense, vont être de plus en plus confrontés puisque on est aujourd'hui dans une démarche de vouloir commencer un petit peu à cacher les informations. On l'a vu déjà avec les bénéficiaires effectifs il y a déjà quelques temps où en fait finalement pour des usurpateurs ou des personnes qui veulent se faire passer pour une entreprise, ça devient assez facile puisque on a le nom, l'adresse et on a beaucoup d'informations qui peuvent être remontées et qui sont publiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va revenir plutôt vers un sujet où on va vouloir aller de plus en plus vers la confidentialité et pouvoir essayer de masquer le maximum d'informations qu'on peut faire pour éviter des fraudes, des usurpations. Enfin, on l'a tous vu moi-même en cabinet sur des clients qui se sont fait retrouver auto-entrepreneurs dans une autre région alors qu'ils ne l'étaient pas. Enfin voilà, c'est des exemples assez concrets et je pense qu'aujourd'hui, la confidentialité va permettre déjà de rendre un petit peu plus difficile le sujet pour des usurpateurs. Tu as un devoir de conseil, mais je suppose que c'est compliqué. À l'immatriculation, c'est facile. Je pense qu'il faut le faire systématiquement. Mais après, en modification, je pense que quand tu as le client qui arrive et que tu es très pressé, tu peux pas tout le temps lui expliquer parce que si tu lui expliques, on va anonymiser le cabis,
La formalité, on va anonymiser les actes, mais après, il faudra peut-être repartir en arrière. Attendez, si c'est un transfert de siège, on change de département, il faudra sans doute anonymiser avant de faire la formalité. Donc, je suppose que ça, certaines fois, t'as pas le temps d'en parler au client, parce que c'est trop compliqué. Et en plus, il y a les honoraires qui vont avec, donc ça alourdit aussi les coûts pour le client. Et ça, je sais pas comment vous le vivez, mais moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'en modification, c'est pas encore beaucoup vendu aux clients. Enfin, c'est pas encore. Alors oui, tout à fait. En fait, le vrai débat, c'est que justement, on ne sait pas toujours exactement non plus quelles sont la liste de tous les documents qui sont visibles et qui peuvent être vus. On vient de le voir un petit peu justement dans la partie catégorie dépôt d'actes où on peut maintenant consulter, et je pense que peu de personnes sont au courant, en tout cas, dans leurs accès de guichet unique, qui peuvent avoir consultation finalement en allant dans le dépôt d'actes, d'aller voir la consultation, la liste des documents qui sont diffusés et qui sont consultables. Certains le connaissent par le lien de DataNP et de pouvoir accéder à un espace dans DataNP et de voir tous les documents de son entreprise qui peuvent être visibles, mais ça c'est pas tout le monde n'a la connaissance finalement de ce terrain-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients nous nous posent la question en disant comment ça peut être fait. Et c'est vrai qu'au niveau des cabinets, on a tendance un petit peu, pour l'instant, je pense, à réfréner le sujet, sachant que pour aller sur le passé, on s'aperçoit que tous les documents finalement n'y sont pas, qu'on peut pas tous les modifier. Et donc du coup, c'est difficile de conseiller Oui, un puis c'est client complexe. sur sa confidentialité, alors que le sujet sur le guichet unique n'a pas l'air encore tout à fait abouti et complet pour traiter tous les cas. Je te confirme. Nous, c'est un jeu de ping-pong avec les greffes. Chacun a sa pratique. Et on a vraiment un jeu de ping-pong parce que quand les documents apparaissent, certaines fois, c'est PV et statut. Nous, on veut anonymiser que les statuts, donc on va mettre que les statuts. Ou bien on se dit, tiens, je vais quand même mettre le PV tel quel. Et là, on a un rejet du greffe qui dit, ben non, il fallait mettre qu'un document. Il y en a qui disent, il fallait mettre les deux. Donc nous, on commence on fatigue sur le sujet. Et c'est vrai que, nous, on n'a pas de devoir de conseil sur ce sujet-là. Donc on va pas forcément en parler tout le temps. Nous, si nos clients, ils arrivent, ils nous disent, voilà, il faut faire ça. On va pas leur demander s'ils anonymisent. Parce que c'est pas notre rôle, c'est votre rôle à vous. Mais c'est vrai qu'on remarque, au début, on avait énormément de demandes. Et là, c'est très calme par rapport à l'anonymisation. C'est en immatriculation, on les a. Mais en modification, franchement, je trouve ça calme. On avait à ce propos une question. Guillaume, tu nous disais hier que toi-même, tu n'étais pas forcément au courant que tu pouvais ne anonymiser que le cabis et pas seulement anonymiser des actes. Donc je vous pose la question aussi derrière votre écran. Est-ce que vous étiez au courant que vous pouviez anonymiser uniquement le cabis? Je vous ai mis un petit sondage. Ce serait intéressant d'avoir... Et sans faire de formalité. Et sans faire de formalité, enfin, évidemment. de transfert, de modification de Oui, l'entreprise en faisant concernée. juste une formalité de Juste, dépôt vous d'acte, souhaitez- voilà, exactement, en cochant, ouais, Exactement. sans document, sans rien. C'est Bon, vrai que nous, voilà, on a découvert, on pensait que tout le monde était informé, qu'on pouvait Voilà. anonymiser le cabis. Vous avez la réponse, 40%. tout seul en On dépôt a d'acte. plus de 40% de nos spectateurs, nos participants, qui n'étaient pas au courant qu'on pouvait faire que le cabis. Parce que pour rappel, on va faire un petit rappel rapide. Donc le texte nous permet de venir anonymiser. En immatriculation, on n'en parle pas, c'est facile. On duplique les documents, on fait la demande de confidentialité, on insère tout. Ça se passe bien. Mais en modification, c'est autre chose. En modification, on se rend compte qu'on peut venir faire la demande d'occultation des adresses des personnes physiques quand on est en train de faire une modif. Mais je vous donne un exemple. On fait une modification de l'adresse personnelle du dirigeant. Ça nécessite pas d'acte. Et ben on peut pas anonymiser le cabis, il y a pas d'acte, donc on peut pas anonymiser le cabis. On peut pas le faire dans notre formalité. Il faut aller faire un dépôt d'acte à côté. Et c'est pareil. En fait, quand on fait une demande de modification, je vous donne un exemple. Je sais pas, je modifie la date de clôture de la société. Là, je peux faire la demande d'anonymisation si j'ai un acte à anonymiser. Si je n'ai pas d'acte à anonymiser, en fait, quand je fais ma demande, je peux pas faire la demande d'anonymisation du cabis parce que j'ai pas d'acte à modifier. En fait, c'est quand on est en modification et qu'on fait une demande d'occultation, il faut vraiment avoir un acte. Sinon, on va dans l'onglet dépôt d'acte et on vient, on n'a pas de dépôt d'acte à faire réellement. Hein. C'est ça qui en fait qui je pense a piégé tout le monde, c'est qu'on va en dépôt d'acte, on coche simplement la case, on dit qu'on veut occulter les adresses des personnes physiques. Il y a tous les documents qui ressortent. On fait page suivante. Et on dépose la demande de confidentialité, le pouvoir, et c'est fini. On valide le dossier, on paye les 53 €, je sais plus combien, et voilà, on valide le dossier. Et là, on a demandé l'occultation, en fait, simplement de l'extrait cabis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des greffes qui rejettent systématiquement.
parce qu'ils comprennent pas ce qu'on veut. Et donc, on est obligé de leur faire un email en disant, c'est une demande d'occultation que du cabis. Parce qu'il y a des greffes qui nous disent, on n'a pas les actes. Bah oui, on vient faire juste la demande d'occultation du cabis. On reviendra plus tard faire la demande d'occultation des documents. Donc voilà, voilà la problématique qu'on Et rencontre. attention, si je peux me permettre, également aussi aux greffes de province où ils nous demandent systématiquement de prévoir un document par personne occulté et non pas un document du gérant qui prévoit la liste des associés, par exemple, ou des dirigeants qui sont Ouais, tout à occultés. fait. On est quasiment obligé de maintenir dans nos équipes une liste des règles et des interprétations dans chaque greffe pour les déclarations de confidentialité ou les demandes, la fameuse fiche justificative qu'on vous a mis en téléchargement sur notre FAQ. Mais voilà, certains l'acceptent pour plusieurs personnes, plusieurs dirigeants et d'autres une par personne. Voilà, on a Une quand par même personne, il y en a d'autres qui acceptent une seule déclaration de confidentialité avec, pour plusieurs personnes, mais qui veulent que tout le monde signe. Et après, on a aussi la spécificité. Je vous Qui donne signe, ouais, c'est le vrai. greffe de Paris, par exemple, j'ai fait une formalité il y a pas longtemps, et ils m'ont demandé la copie de la pièce d'identité du DG. Parce que, en fait, je venais demander l'anonymisation de l'adresse du président et du DG. Et en fait, j'ai été surprise pourquoi ils m'ont demandé parce qu'en fait, avec les normes RGPD, les greffes sont censés garder les pièces d'identité qu'une année. Et là, ils m'ont demandé la pièce d'identité du. Bon, j'étais étonnée, mais c'est vrai que dans l'anonymisation à Paris, ils veulent avoir les pièces d'identité. C'est vrai, si on a un associé qui figure pas sur le cabis, on n'a jamais donné la pièce d'identité, et ben à Paris, ils demandent la copie de la pièce d'identité, ce que je comprends tout à fait. Mais dans les autres, il y a d'autres greffes qui ne le demandent pas. Donc on a vraiment une pratique qui est pas uniforme. Et pour l'instant, alors nous on bataille, on voudrait l'uniformisation, mais tant qu'on n'a pas en fait ce décret rectificatif qui vient nous préciser en fait tout ce qu'on pourra faire à l'avenir, la problématique, est-ce que ça sert à quelque chose de batailler tant qu'on ne sait pas où on va? Sachant qu'il y a une petite chose que j'ai apprise hier qui était intéressante, c'est que les greffes et l'INPI se sont rapprochés par rapport à l'anonymisation des actes dans un ancien RCS. Je vous donne un exemple. Le siège social est à Paris, il va être transféré à Nanterre. Si on fait le transfert de siège social comme ça tout seul maintenant, on peut demander l'anonymisation du cabis et des actes qu'on dépose au RCS de Nanterre, mais on va pas pouvoir venir anonymiser les actes qui sont déposés qui ont été déposés au greffe de Paris. Donc il y a un petit préalable au client, faut lui dire, si on veut anonymiser votre cabis et les actes, il faut d'abord faire la demande d'anonymisation pendant qu'on est à Paris. Donc ça prend quand même un certain temps. Le délai légal, c'est 5 jours, mais bon, c'est plus ou moins 5 jours. Les greffes, ils respectent bien ce délai. Donc on fait la demande d'anonymisation du cabis et des actes à Paris, et ensuite on fait le transfert de siège. Donc on est obligé de faire cet exercice. Et donc là, les greffes et l'INPI se sont rapprochés pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour demander l'anonymisation des actes dans un ancien greffe. Parce qu'en fait, la règle, c'est qu'on demande l'anonymisation des actes et du cabis au greffe compétent, c'est-à-dire au greffe dans lequel on a le siège social au moment où on fait la formalité. Et ça, ils se sont rapprochés et ils vont essayer de nous trouver une solution pour qu'on puisse envoyer les documents dans l'ancien RCS. Mais nous, on aimerait bien des clarifications parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui pêchent à droite à gauche et notamment, on change l'adresse personnelle du dirigeant. C'est pas normal. C'est la formalité qui vise l'adresse personnelle du dirigeant et on peut pas, c'est pas prévu qu'il y ait une demande d'occultation à ce moment-là. Et ça ça m'énerve. Donc, voilà. Et on a même des questions, je vois déjà de nos participants, hein. On se pose même la question de est-ce que cette demande de confidentialité est valable tout au long de la vie de l'entreprise ou est-ce que c'est valable On s'est une interrogé, seule fois jusqu'à la prochaine formalité ou on la s'est prochaine interrogé notification, quoi. hier. Normalement, ce qui est prévu, c'est qu'elle est valable pour toute la durée de la vie sociale. Mais c'est vrai qu'on se demandait avec les normes RGPD, comme on doit garder, enfin, ils ont une obligation de conservation qui est limitée dans le temps. On s'est demandé si on n'allait pas devoir renouveler. Mais pour l'instant, on n'a pas de précision sur le sujet. C'est neuf. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a été prévu sur le long terme. Donc pour le moment, c'est du long terme. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit, est-ce qu'on va pas devoir la redemander à chaque fois? Mais pour l'instant, on n'a pas assez de temps qui est écoulé, parce qu'on attend toujours la réaction des greffes, voir comment ils vont interpréter les textes et savoir comment ils vont interpréter leurs propres obligations légales. Dès qu'on le sait, on vous le dit, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de temps qui est écoulé. Déjà, on découvre encore certaines pratiques.
Et que dans telle greffe, il faut donner une pièce d'identité, dans telle greffe, il faut une demande par personne, dans un autre, il faut une pour tout le monde, il faut que tout le monde signe. Donc moi je dis, il faut être jusqu'au boutiste et aller au maximum et se dire, ben, si on veut bien faire les choses, peut-être faire une fiche par personne. Je sais que c'est embêtant, faire signer chaque personne et se munir des pièces d'identité. Comme ça, au moins, on revient pas tout le temps vers notre client. Mais bon, après, bon, si vous avez la patience de faire un tableau Excel des pratiques, On y réfléchit. Guillaume, tu nous parlais de l'annonce légale. ouais. Aujourd'hui, Tout à fait. aujourd'hui, c'est un vrai souci, hein, ce Oui. sujet. Oui, parce que comme je racontais il y a quelques minutes, quand voilà, j'ai eu une création d'entreprise toute récente, le dirigeant me dit, écoute, moi j'aimerais bien rendre confidentielle mon adresse personnelle. Donc je dis, écoute, très bien, mais l'annonce légale, le problème, c'est que on doit préciser sur l'annonce l'adresse du dirigeant. Et donc du coup, on sait très bien aujourd'hui que tout est interconnecté, les bases de données sont publiques, ainsi de suite. Et donc c'est là où j'ai interrogé les équipes de Legal to Digital pour leur dire comment fait-on, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution. Et c'est vrai que j'avais vu il y a quelques temps sur le site des annonces la possibilité pour Legal to Digital de cocher une case, de supprimer, enfin de rendre possible la suppression d'une annonce légale après 7 jours ou 8 jours si je me trompe pas, excusez-moi. Et donc du coup je me demandais si on avait le droit de le faire pour toutes les annonces, est-ce que c'était valable, est-ce que, enfin voilà, c'était un certain nombre de questions que je m'étais posées et qui rentraient un peu finalement dans le cas concret d'un client qui me dit je veux être masqué, enfin je ne veux pas être visible par les tiers sur mon adresse personnelle. Et c'est là où les équipes de l'école digitale m'ont répondu favorablement. C'est en effet un petit rappel. On avait déjà des possibilités de retirer les annonces des sites internet des journaux qui publient en ligne, hein. Évidemment pas en papier, hein, c'est un peu compliqué, mais vous l'aurez compris. Mais sur les sites internet, on pouvait déjà retirer les annonces de leur publication au motif du RGPD et de la protection des données personnelles. Donc c'était déjà valable. Donc nous, on avait des formulaires qui permettaient aux dirigeants concernés de nous solliciter pour le retrait. C'est toujours valable, c'est valable chez la plupart de nos confrères, c'est aussi valable sur le site Actu Légal qui regroupe toutes les annonces légales des publicataires sur le territoire français. Donc cette possibilité-là est toujours possible. Et lorsqu'on a oublié de demander la confidentialité ou d'oublier de demander le retrait qu'on peut faire sur 7 jours désormais dans nos sites, on peut a posteriori demander le retrait de l'annonce toujours au motif du RGPD. Donc c'est pas directement lié au décret, mais c'est toujours possible. Et chez nous, mais aussi chez tous les confrères qui publient des annonces en ligne. Donc tu le disais, nous on permet de retirer l'annonce au bout de 6 jours puisque on vous a remis l'extrait réglementaire qui précise ce point et on vous publiera le lien dans la conversation. Mais nous, on l'a matérialisé sur notre site internet. Guillaume, tes clients, donc tu sais, quand on fait une annonce légale, on a une petite case et qu'on peut cocher et c'est une case qui nous permet de demander à ce que justement elle soit supprimée dans le délai légal. Et donc, il suffit de la cocher. C'est pour toutes les annonces. En fait, ça n'avait pas été prévu que pour les personnes physiques. Ça existe depuis des années. Même moi, je l'ai découvert là. Il y a pas. Mais non, j'ai découvert en août dernier que je pouvais demander le retrait d'une annonce légale au bout d'un délai raisonnable. Et en fait, il suffit de faire un email. Alors, si vous oubliez de cocher la case, ça m'est arrivé la semaine dernière. Bah oui, voilà. Également. Il faut bien faire des erreurs pour apprendre. Donc, si on oublie de cocher la case, on écrit au journal, on a une adresse email et on demande de pouvoir bénéficier du droit de retrait de l'annonce légale. Il faut juste se joindre l'attestation pour avoir le numéro de l'attestation, voilà, pour qu'on soit, voilà. Mais en tous les cas, oui, il y a cette possibilité. Mais nous, Guillaume a participé à une réunion justement avec le syndicat de presse parce qu'on est aussi un journal et il a participé à la réunion alors pour évidemment la rédaction d'un décret. Ouais, la DGE est à l'écoute de ce type de problématiques puisqu'elle elle-même a admis que c'était allé assez rapidement et pour notamment des raisons plutôt politiques, hein, les dirigeants de sociétés de crypto notamment qui avaient été menacés, mais finalement qui avaient suscité un émoi assez large dans la communauté des entrepreneurs et des dirigeants. La réaction a été rapide, la mise en place, comme tu le disais, Lauriane, dans des délais très brefs. Ils ont admis qu'il y avait des trous dans la raquette, notamment sur les annonces, et donc nous, on est allé leur proposer
d'aller un peu au-delà de ce retrait automatique qui est pas non plus une bonne décision parce que ce retrait automatique au bout de 7 jours, en fait, il va limiter comment dire, les cas d'opposition ou les demandes de créanciers lorsqu'il y a des publications d'annonces qui mentionnent les adresses et qui enclenchent des délais d'opposition. Donc, des procédures judiciaires. Enfin, on a pas mal de cas où finalement ces 7 jours, bon, c'est pas du tout. Enfin, ça rentre en contradiction avec le droit sur d'autres aspects. Procédure civile, procédure pénale. Ouais, exactement, sur le droit civil. Donc finalement, on a relevé le point et on a proposé de faire entre guillemets, une double annonce, une annonce qui, dans un premier temps, comporte toutes les informations nécessaires. 2 attestations de parution. Et une complète et une incomplète. Et qui, dans un délai, suivant la typologie de l'annonce, devient anonyme pour permettre quand même d'attester de la parution et de prouver la. Donc on va partir a priori là-dessus, puisque c'est la proposition qui a été faite par les journaux. C'est qu'on ait 2 attestations de parution. Et a priori, c'est ce qui va être fait. Sur le guichet unique, c'est pareil, on cochera et on mettra l'annonce légale. Voilà. Mais bon, après, ça me paraît un peu étrange parce que je me dis, elle n'est pas rendue publique comme ça en tant que telle. Mais non, mais c'est vrai, par le greffe. Mais bon, on attend de voir ce que ça va donner. En tous les cas, les journaux ont été actifs, ils ont fait des propositions. Donc, et on sait, normalement, le décret devait paraître à la fin du mois de janvier. Mais bon, on sait que ça prend toujours un petit peu de temps. En ce moment, voilà, oui, mais après, moi, j'ai vu la précipitation du décret sur l'anonymisation. J'ai compris qu'il fallait un peu de temps. On n'est plus aux pièces maintenant. J'ai bien compris que... Voilà. Et puis, de toute façon, je pense que si quelqu'un veut vraiment trouver une adresse, honnêtement, avec tous les outils qu'on a, je pense qu'on peut se débrouiller. C'est moche ce que je dis, mais je sais pas si on va pas donner des petites idées à tous les non, mais je sais pas et si l'anonymisation en fait va servir. Enfin, moi je pense que si tu veux, tu peux trouver. Surtout qu'il y a des lacunes. Pour rappel, si le siège social il est chez moi, de ma société, de toutes les façons, le mec il est pas con. Hein. Il va devant le siège social, il voit que c'est un immeuble d'habitation, il a compris que c'est là où j'habite. Hein, voilà. Donc il y a plein de petits trucs qui. Oui, voilà. oui, mais c'est toujours bien. Je vais pas râler. Je suis une râleuse professionnelle, dirait Guillaume. Et voilà. Les deux, je suis une râleuse professionnelle, donc c'est très bien qu'on ait des évolutions, mais voilà, ça serait bien que ça se passe. Est-ce que tu pourrais me mettre les questions de ce côté, que je puisse répondre de temps en temps à quelques questions? Bien sûr. Je prépare ça. En attendant, je vous propose de commencer sur un autre sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est le sujet des valideurs. Oui. Tu l'as abordé dans la newsletter, le comptoir des formalités qu'on a envoyé la semaine dernière. Oui. Et ça a suscité pas mal de réactions puisque finalement cette problématique autour de la CMA était méconnue. Ou elle était connue mais à moitié. Oui, ou oubliée par certains. Oui, donc voilà. on proposait de refaire un petit tour d'horizon sur les. C'est pas qu'oublier, c'est qu'en fait ce qu'il faut expliquer, c'est que par rapport aux activités artisanales, il y a des mises en œuvre qui sont pas faites. Et du coup, nous on est perdus, on se dit comment on fait, on s'invente une pratique qui n'est pas celle des textes. Et donc, je voulais mettre au clair dans ma newsletter, je voulais mettre comment on fait, quelle est la réactivité des textes, qui doit faire quoi. C'est pour ça que je vous ai fait, c'était un peu lourd, la newsletter sur les activités artisanales. Mais en tous les cas, j'ai été très surprise de voir que oui, tout le monde m'a fait des retours. Il y en a qui m'ont dit, mais j'étais pas au courant. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'était de refaire un petit tour sur les valideurs. Première chose, gros rappel, parce que j'ai fait une petite enquête dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. La catégorisation des activités ne sert qu'à orienter vers les valideurs. Elle ne détermine pas les codes APE et les impôts ne voient pas la catégorisation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai un client qui est revenu vers moi. On avait fait un transfert de siège, son code APE a changé. Donc j'ai interrogé l'INPI, je dis je ne comprends pas, avant on faisait des transferts de siège, notre code APE, il était inchangé puisque de toutes les façons on ne modifiait pas les activités. Donc pourquoi vous nous changez les codes APE? Le client il nous revient et nous dit vous avez changé le code APE. Je dis non, j'ai pas changé le code APE. L'activité elle est telle quelle. Voilà. Et en fait non. Maintenant il y a un contrôle. Ce qu'il faut savoir c'est que sur le guichet unique, quand on fait un transfert de siège, même si on ne fait que le transfert, on modifie pas l'activité, et l'INSEE fait un contrôle. En fait c'est un contrôle automatique qui se fait par une machine ou un contrôle manuel. Donc, potentiellement, après un transfert de siège, on peut avoir une modification du code APE. Donc, on peut être amené à se faire houspiller par le client, à être obligé de faire une modification du code APE. Là, on en a à l'appel. Et notamment, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai un client qui revient et qui me dit « Vous m'avez changé le code APE, les impôts m'ont changé mon option fiscale. » Alors moi, je dis « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, j'interroge l'INPI. Les impôts ne voient pas la catégorisation.
Quand ils vont sur notre dossier est validé, ils vont sur le RNE et sur le RNE, il n'y a pas la catégorisation qu'on a utilisée. Si vous leur fournissez la synthèse validée, ils vont la voir. Mais normalement, ils sont pas censés l'utiliser, ils ne la voient pas. Simplement, les impôts nous ont répondu que le code APE faisait partie d'un faisceau d'indices pour déterminer les options fiscales. Chose que je ne savais pas. Et du coup, maintenant, dans un transfert de siège, potentiellement, en fait, il faut qu'on reprenne le contrôle et qu'on fasse attention. On serait censé aller vérifier si le code APE n'a pas changé, parce que le client pourrait se retrouver avec un autre code APE, qui serait pas raccord à sa convention collective et raccord avec le faisceau d'indices que les impôts vont regarder. Donc, c'était ça que je voulais dire. La catégorisation, normalement, ne sert qu'à orienter vers les valideurs. Donc, on se fait des films, etc. Mais pour l'instant, et l'INPI y tient, et ils font en sorte que, de toutes les façons, dans ce qui est transmis en fait aux autres organismes sociaux, ils ne voient pas la catégorisation. Donc ça, c'était le premier rappel. Deuxième rappel, les formalités de correction. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire, je comprends pas, j'ai fait une correction, l'INSEE n'est pas à jour. Non, la formalité de correction n'est propre qu'au RNE. Vous venez corriger le RNE, mais vous ne corrigez pas du tout. Vous venez pas en fait envoyer un message à l'INSEE, aux organismes sociaux. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand on va faire une correction RNE, ils nous demandent que l'avis de situation soit à jour. On ne peut pas entamer de correction si l'avis de situation n'est pas à jour. Et d'ailleurs, moi j'invite tous ceux qui font des formalités à vérifier l'avis de situation, parce que là, dernièrement, on avait 5 formalités qui passaient pas. Bon, c'était une forme, c'était une SPICAF, c'était une forme particulière. Et en fait, quand on n'arrivait pas à passer, parce on n'arrivait pas à passer le dossier, on n'arrivait pas à trouver les rôles, on n'avait pas administrateur, etc. Donc il y avait un bug. Mais c'était pas que ça. C'est qu'en fait, on avait oublié de regarder dans notre saisie que la forme juridique attribuée par l'INSEE n'était pas la bonne. Donc en fait, nous, notre dossier, on arrivait à rentrer dedans, mais on n'avait pas regardé que sur le début de la saisie du guichet unique, la forme juridique n'était pas la bonne. Donc les rôles d'administrateur ne s'ouvraient pas, puisqu'en fait, on était sur une autre forme juridique. Et c'est pour ça que normalement, quand on fait une formalité, au préalable, petit conseil, je sais que c'est embêtant, ça prend du temps, mais il faut aller regarder l'avis de situation, regarder la forme juridique, si elle est bonne, et regarder si tous les SIRET, si tout est en place. Maintenant, c'est systématique. Nous, quand on a un petit bug ou on a un problème, on va regarder l'avis de situation, on est obligé. Si la forme juridique n'est pas la bonne, malheureusement, on est obligé d'aller sur la fiche de contact et d'envoyer un message à l'INSEE et de dire « Veuillez nous réattribuer la bonne forme juridique ». On envoie le CABIS. Moi, j'envoie les statuts maintenant aussi, comme ça ils voient l'article 1, et on leur demande de mettre à jour la forme juridique. Après, on est obligé d'aller faire une correction du RNE, donc faire une correction pour remettre la bonne forme, et là, on peut repasser notre dossier. Mais on a eu des dossiers bloqués, et moi, je ne comprenais pas, et c'était juste parce que cette fois-ci, on n'avait pas regardé la forme. Donc voilà, c'était ce petit aparté. Et le dernier rappel, c'est quand vous êtes dans une zone aéroportuaire, n'oubliez pas que vous avez une petite case à cocher au niveau des établissements, parce qu'en fait, si vous êtes dans une zone où il y a un aéroport, il y a plusieurs greffes qui peuvent être compétents. Si vous cochez pas la case, le dossier part dans le mauvais greffe. Et rejet définitif, le greffe, il dit « je connais pas votre dossier ». Donc voilà. Donc, il n'y a pas que ça. On a remarqué qu'on faisait des dépôts d'actes et ça allait dans le mauvais greffe. 1 dépôt, 2 dépôts, 3 dépôts. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a écrit et je l'ai aidé à s'en dépatouiller. Sachez que le RNE, comme l'extrait CABIS, c'est un extrait qu'on a, l'extrait RNE. Donc, on ne voit pas s'il y a d'autres erreurs. Donc, si votre dossier ne va pas dans le bon RCS, peut-être qu'en fait, il y a une autre erreur au RNE. Et nous, on l'a rencontré, tout était bien, l'avis de situation était bon, le RNE était bon, le CABIS était bon. Et notre dossier partait dans le mauvais greffe, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, ils nous ont expliqué à l'INPI, c'est que dans le RNE, il y a des caches qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a des mentions qu'on ne voit pas. Et donc l'adresse du siège était bonne, mais dans un cache que nous, on ne voyait pas au niveau du RNE, l'adresse était l'ancienne adresse de l'ancien siège social. Et là, on n'a pas le choix que d'écrire au guichet unique et de leur demander, s'il vous plaît, faites un contrôle parce que mon dossier part au mauvais endroit. Donc je sais que je vous dis d'écrire au guichet unique ou de les appeler. Bon, les appeler, c'est compliqué. Non, on les appelle plus parce qu'on a trop d'incivilité d'INPI direct. Mais après, on écrit. C'est plus ou moins rapide. Je le reconnais. Voilà. Merci pour ce petit rappel sur les valideurs. Tu parlais d'un point intéressant sur les impôts et leur intervention sur l'éventuel changement de forme juridique ou de niveau de fiscalité. Non, c'était un faisceau d'indices en fait par rapport aux options fiscales. Les impôts en fait se servent du code APE. Et je disais malheureusement, comme le code APE, on remarque avec le guichet unique, l'INSEE a mis plus de contrôle sur la vérification des activités. Mais on se retrouve avec beaucoup de modifications au code APE, donc c'est pas de votre faute. C'est l'INSEE qui vient faire des modifs. Mais on avait un sujet aussi sur les EI, parce qu'on a aussi des changements de
de fiscalité qui peuvent Oui, être à l'extérieur. Là, Guillaume, tu nous en parlais oui, tout tout à à l'heure. fait. On avait les sujets de bascule de LMNP à LMP. Voilà des questions qui arrivent assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Pourquoi il bascule? Explique déjà voilà, voilà. est-ce quand on dépasse un certain nombre de seuils ou qu'on devient, enfin voilà, qu'on a un certain nombre de critères qui permettent de passer de Bah, loueur meublé non c'est le professionnel seuil à de loueur chiffre meublé d'affaires quand on seuil de chiffre d'affaires LMNP, quand ou on... des recettes du type Airbnb ou autre plateforme. Et donc, bah, du coup, l'entrepreneur individuel bascule obligatoirement dans le régime LMP et avec toutes les questions qui vont avec, comment on fait pour basculer, quelles formalités, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on va au guichet unique, est-ce qu'on écrit aux Donc, qu'est-ce impôts. qu'on fait si on passe... Alors, si on passe de LMNP à LMP, et si le LMNP dépasse les seuils, déjà, c'est automatique, parce que Guillaume m'a expliqué, je ne savais pas. Par exemple, si on fait de la location meublée, Airbnb est obligé... Bon, c'est pas bien, on fait de la pub. Est obligé en fait, de déclarer aux impôts le chiffre d'affaires réalisé par, le propriétaire qui met son logement, peut-être même des locataires, qui met son logement en location. Donc Airbnb va le déclarer aux impôts, qui est relié à l'URSSAF. Tout Et à du fait. coup, le seuil de chiffre d'affaires, s'il est dépassé, automatiquement, en fait, le monsieur ou la dame qui sont en LMNP, ils vont recevoir un courrier de l'URSSAF qui va leur dire, bah, on vous affilie, vous devez payer des cotisations sociales parce que votre chiffre d'affaires a été dépassé. Sauf que, en fait, des clients sont venus nous dire, oui, c'est bien, je suis passé de LMNP à LMNP fiscalement, au niveau fiscalement et au niveau de mes cotisations, mais est-ce qu'il y a une formalité à faire? Alors au début, je disais non, mais voilà, Guillaume, tu vas nous dire comment tu fais. Oui, voilà, bah, donc du coup, maintenant, il faut en fait, aller sur le guichet unique, faire un changement d'activité en fait, dans le guichet unique pour permettre en fait justement de lancer le process. Et en effet, pour le petit rappel là, c'est qu'en de mémoire en 2024, l'URSSAF, pour beaucoup de contribuables, on sait depuis des années qu'il y a une base de données qui est envoyée des impôts aux URSSAF et aux URSSAF et aux impôts. Là, on a la preuve concrète que l'URSSAF avait rendu officiel le sujet en envoyant depuis, je me semble, 2024, tout un certain nombre de personnes à régulariser, puisque finalement, ils ont reçu les données, on va dire, Airbnb, Booking ou autre plateforme, et ont donc connaissance des recettes, on va dire, de courte durée, et donc ont lancé des auto-affiliations Voilà, c'est ça. auprès des clients pour venir récupérer un certain nombre de cotisations sociales. Et pour la petite histoire, moi j'ai eu le cas dans mon cabinet et au début on a même pensé que c'était une fraude et que quelqu'un essayait de lancer une immatriculation sociale d'un dirigeant puisqu'il avait dépassé, je crois dans l'exemple, et on ne l'avait pas vu, je crois à peu près 500 euros le seuil des recettes annuelles. Donc c'est vrai que mélangé avec d'autres biens qui eux n'étaient pas concernés par de la location courte durée, finalement dans une liasse fiscale où on voit un résultat global, c'est pas visible finalement par appartement. Sauf que là, vu que ces plateformes justement transmettent Les les données, recettes par appartement, puisque on doit maintenant pour tous les sites de courte durée immatriculés présenter un numéro de sirène et ainsi de suite, bah, c'est comme ça qu'ils font les recoupements et donc du coup on va être de plus en plus confronté à ces sujets voilà de cotisation, d'URSSAF, de régulariser, de choisir aussi le régime puisque les URSSAF avaient choisi par défaut pour ceux qui ne répondaient pas à ce fameux questionnaire de régularisation de cotisation, de les mettre au régime auto. Mais ce qui n'est pas toujours intéressant si on a déjà une autre activité par ailleurs. ça y est, il est parti. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça y est, Voilà. l'expert comptable est déjà. Donc, pour dire que ça se fait en auto-affiliation, mais que si on veut faire la formalité sur le guichet unique, pour plus qu'il apparaisse en LMNP, et de toutes les façons, quand on va valider le dossier, ça va partir quand même aux impôts. Il faut faire un changement d'activité en catégorisant, en enlevant la catégorisation LMNP. Voilà, ça c'était le petit aparté. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est changement d'option fiscale, ça ne passe pas par le guichet unique. Franchement, j'ai au moins 4 emails par semaine qui partent parce que vous me posez des questions. Comment je fais pour changer je voudrais que mon entrepreneur individuel opte pour le micro. Je voudrais faire un changement d'option fiscale, etc. C'est pas sur le guichet unique. Le guichet unique, il n'a pas été prévu pour faire les modifications d'option fiscale. C'est directement auprès des impôts. Donc on ne peut pas faire grand-chose. Et pour le micro-social, c'est impôts et URSSAF. Il faut coupler en fait les demandes. Et aussi, quand on a des changements de dirigeants ou d'associés, on l'a vu pour la SARL et l'URL, on peut faire un changement de nature de gérance directement sur le guichet unique. Mais pour toutes les autres formes juridiques, ça ne se passe pas sur le guichet unique. Pour l'instant, en fait, le guichet unique ne prend en compte que
la gérance SARL, EURL, mais pas du tout les autres formes. Donc si vous avez des fins d'affiliation TNS ou des affiliations en cours de vie autres que SARL, EURL, par rapport à des autres formes que SARL, c'est pas sur le guichet unique. Donc là, je voulais parler maintenant d'une Merci du petite petit nouveauté. rappel. Mais la grosse nouveauté. Oui, la grosse nouveauté, c'est que il y a eu tellement de fraudes à l'immatriculation des entrepreneurs individuels libéraux avec activité libérale que maintenant, on se retrouve avec, l'URSSAF va devenir valideur. Je ne sais pas si vous faites des entreprises individuelles, c'est assez pratique. On fait notre saisie, on n'a vraiment pas de documents, même si on met pas le pouvoir, le dossier est validé. On met presque rien dans le dossier, on nous demande rien, il est validé automatiquement. Ça va plus être le cas. Là, je crois que c'est premier trimestre 2026. L'URSSAF va devenir valideur. Deuxième trimestre, je crois. Deuxième trimestre? Ouais. Ah oui, c'est premier semestre, pardon. 2026, l'URSSAF va devenir valideur. Donc en fait, le contrôle va être plus strict. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller vérifier les données dans le dossier et notamment, ils vont demander le pouvoir, la pièce d'identité, le justificatif de domicile et peut-être d'autres documents. Mais en tous les cas, ils vont nous demander des documents qu'ils ne nous demandaient pas avant. Je parle bien des EI libérales, parce que les EI qui sont inscrites au RCS, elles, on nous demandait déjà des pièces. Mais là, en fait, il va y avoir ce nouveau sujet. Voilà, ça va être un petit peu plus lent, du coup, parce qu'on avait une immatriculation qui était immédiate. Mais en tous les cas, c'est bien parce que nous, on avait des clients qui se retrouvaient avec... en fait, on leur crée une EI avec leur identité. Comme il n'y a pas de pièce d'identité à joindre, voilà, il n'y avait pas de preuves. Ils étaient obligés d'aller faire directement un dépôt de plainte auprès du commissariat pour dire on a usurpé mon identité ou mon adresse. Il y avait... Là, il y a une cliente qui m'a remonté. C'est son client, il a usurpé son domicile personnel. Donc, il recevait des rappels URSSAF pour une entreprise qui n'est pas chez lui. Donc, voilà. Donc, c'était ça, petit rappel. C'était pour les EI libérales. Alors, attention, il y a beaucoup d'erreurs et j'ai beaucoup de remontées. Et même nous, on fait la boulette. Quand vous avez des EI qui sont inscrites au RCS, il faut catégoriser l'activité en commercial, sinon votre dossier ne part pas au greffe. Et je vais vous donner un exemple, donc qu'on a fait plusieurs fois malheureusement. Oui, l'erreur est humaine. On a une EI qui nous arrive, on la radie, mais on met pas catégorisation commerciale, on met une catégorisation libérale. Automatiquement, c'est validé. L'entreprise est radiée, donc on voit à l'INSEE elle est inactive, au RNE elle est radiée. On peut plus rien faire, on peut plus envoyer le dossier au greffe. Oui, il a toujours son extrait K qui traîne. Il est toujours immatriculé au RCS. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des requêtes et le greffe acceptait qu'on fasse un P4 papier et qu'on envoyait, qu'on demandait la radiation. Maintenant, le greffe n'accepte plus. Donc, du coup, on est avec des dossiers où on a des extraits. Et, il est radié, il est content. Il se dit voilà, mais en fait, il est toujours inscrit sur le registre. Et c'est encore pire quand on fait des transferts de sièges des transferts d'établissement hors département sur une EI. Amusez-vous, parce que là, vous avez deux greffes qui devraient être contactés, et là, vous l'avez radié que, URSSAF, INSEE, etc. Nous, on a des cas, et je peux vous dire que pour s'en dépatouiller, on est à plus de 8 mois. Donc, faites attention aux catégorisations des EI. S'il est inscrit au RCS, faites très attention. Je vous le dis, voilà. Lauriane, tu parlais des valideurs dans la newsletter sur les valideurs des artisanales. On a aussi des sujets sur les agricoles, c'est un peu des sujets... agricoles et CMA, en fait, il y a des gros sujets de discussion. Pourquoi? C'est vrai que je vous ai fait une newsletter assez détaillée, je n'ai pas parlé de la MSA. Pour rappel, quand vous avez des dossiers qui sont à compétence unique, on n'en parle pas, les EI qui vont à la CMA, à la MSA, il n'y a pas de sujet. Vous avez une personne morale avec double valideur, que ça soit greffe MSA ou greffe CMA, et même certaines fois, on a triple valideur CMA, MSA. Le sujet, c'est que si vous ne faites pas une modification des activités, une immatriculation, une ouverture d'établissement, un transfert de siège ou modification des activités, en fait, le dossier ne part ni à la CMA ni à la MSA. On paye quand même une redevance, mais le dossier ne part pas, n'y part pas, donc il est juste validé au greffe, et pour nous, c'est fini. Sauf que nous, c'est pas parce que je l'ai mis dans ma newsletter que ça part pas à la MSA et à la CMA qu'ils n'ont pas... En fait, à aller regarder ce qui se passe sur les RNE. Ils ont l'obligation, ils reçoivent des notifications. Attention, dans votre périmètre, il y a telle société qui a fait une modif. Et en fait, c'est à la MSA et à la CMA d'aller vérifier ce qui se passe. A priori, ils n'ont pas les outils qui sont vraiment faits pour. Je les plains, je ne sais pas comment ils font leur contrôle, mais a priori, ils ont du retard. Ils peuvent pas. Je pense qu'ils n'ont pas les outils qui sont encore faits pour. Mais nous, on se retrouve avec des situations un petit peu compliquées.
c'est ce que je disais, c'est que on se retrouve, je vous donne un exemple, il y a un changement de dirigeant qui porte la compétence. Mais en fait, nous, on a l'extrait CABIS, on a le RNE. Dans le RNE, il est nommé, le nouveau, mais en fait, le contrôle de compétence n'a pas été fait. Donc, conséquences juridiques qui vont derrière. Je sais pas, imaginons qu'il y a un problème sur un chantier et que l'assureur il dit oui, mais moi, je voudrais quand même savoir si vous avez fait, vous avez déposé vos documents à la CMA, si ça a été validé, etc. Bon, on est un petit peu embêté. A priori, on arrive à s'en sortir parce que comme le système est pas très bien fait, bon, on a un extrait RNE avec l'identité, donc on devrait s'en sortir. Mais bon, donc il y avait quand même un trou dans la raquette. Et nous, on a demandé en tant que mandataire à raccrocher la formalité de changement de dirigeant qui porte la compétence sur le guichet unique, elle parte à la CMA. Et là, c'est en discussion et on pense que ça va être accroché. Donc, il y a deux choses qui vont être raccordées. Ça serait le changement de dirigeant qui porte la compétence artisanale et après, les modifications de dirigeants et d'associés dans les sociétés agricoles qui seraient rattachées à la MSA. Donc, en fait, il y aurait des dossiers qui partiraient même s'il n'y a pas de modification d'activité, mais qui permettrait de faire les contrôles nécessaires pour les activités, et que nous, vis-à-vis de notre client, on ne soit pas tout le temps être, pour les agricoles où il y a un changement d'associé qui doit être affilié ou désaffilié, qu'on ne soit pas tout le temps être en train d'écrire, on n'a pas de réponse, on n'a rien, on n'a que un extrait CABIS et on est embêté, on a là notre petite synthèse validée, et voilà. Donc l'idée, ça serait de raccorder les tuyaux. C'est pas une mauvaise idée. Je sais que ça va rallonger certains délais. Alors nous, on se pose des questions sur les délais de traitement et surtout, ce qu'il faudrait pas qu'ils nous fassent, c'est qu'ils nous empêchent de nous faire des mises à jour vis-à-vis des administrations si le dossier est pas validé à la CMA ou à la MSA. Mais a priori, non, ils le feront pas. Ça sera vraiment, ça sera un process qu'ils sont en train de réfléchir, s'ils le mûrissent depuis plusieurs semaines. Donc voilà, on est en attente, mais ça va être la petite nouveauté. Soyez pas surpris quand ça arrivera. Voilà. Tu parlais donc, on parlait tout à l'heure des entreprises individuelles. Individuel, Et je crois qu'on a encore pas mal de sujets. Guillaume, c'est l'enfer. toi, tu rencontres quand même des difficultés aussi sur les entreprises individuelles, leurs modifications, leurs corrections, ou c'est des choses Oui, qui restent assez faciles? on a eu des vagues où à un moment donné, on avait des envois au greffe alors que ça devait pas partir au greffe. Enfin, il y a eu des petits problèmes pour moi De catégorisation, de voilà. catégorisation, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on a rencontrées alors qu'avant, ça se modifiait relativement simplement. On a aussi les problématiques, par exemple, d'adresses qui sont personnelles, qui sont masquées, alors beaucoup souvent d'entreprises individuelles exercent chez eux. Donc du coup, on a le code postal, mais on ne sait pas si c'est la bonne rue, la bonne adresse qu'ils ont. Et le client ne Donc, se souvient plus et le qu'il a, client ne sait voilà, plus si pour peu qu'il a déménagé au cours de sa ce vie qu'il a dans déclaré, voilà. dans le même quartier ou dans le même arrondissement, par Ok. exemple pour Paris. Donc c'est vrai que voilà, c'est des petites choses comme ça où Alors là, je rebondis juste un voilà, instant. Ah, t'as une astuce, Voilà. Lorraine, Alors toujours? pour les entrepreneurs individuels, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils nous ont mis, vous savez, les petites étoiles dans les formalités, c'était prévu, ils ont raisonné, l'INPI a raisonné sur le fait qu'on fasse une correction préalable. C'est-à-dire qu'on est censé aller faire une correction sur l'adresse. Moi, je le pratique pas. J'ai ma petite astuce. Moi, je fais un déménagement systématique. Toutes mes entreprises individuelles, quand je fais une formalité de modification, je le fais déménager. Même si c'est la même adresse, l'URSSAF, elle va pas me reprocher de faire déménager quelqu'un à la même adresse. Je sais pas si c'est la bonne. Le client sait pas ce qu'il a déclaré. Donc, dans le doute et pour que tout le monde soit bien raccordé à impôt, URSSAF, etc., la petite astuce, et on est nombreux à le faire, je fais déménager mon entrepreneur individuel systématiquement. Je demande la bonne adresse, je confirme avec le client et je le fais déménager, voilà. Bah, C'est On le a petit également, aparté. et on a aussi souvent le cas de questions pour les LMNP ou pour les entreprises individuelles qui vont avoir plusieurs locaux à la même adresse. Oui. Voilà, de bien penser également à immatriculer chaque local En à les l'intérieur, identifiant à les identifiant précisément, précisément dans les précisions en fait de l'adresse. On peut identifier le local ou l'étage ou ainsi de suite pour permettre à ce que tous les établissements finalement, identifiés. voilà, c'est-à-dire qu'on peut finalement avoir plusieurs établissements à une même adresse. Donc ça, c'est souvent aussi des questions d'avoir par exemple un appartement, un studio, voilà, qui finalement a pu être mis Pour à la faire même les adresse. déclarations fiscales, il faut, parce que c'est toi qui m'avais expliqué, il y a une liasse par appartement, enfin par bien immobilier, donc c'est important que tous les établissements soient déclarés. Et l'INSEE a mis tout à plat et il permet vraiment, il faut bien mettre porte A, escalier B, enfin bref, et bien identifier les établissements. Je vous ai mis une petite liste, mais je vais pas vous le faire. On va quand même l'afficher quand même. Voilà, cette la fameuse fichier, liste, mais- elle est violente. Elle va être dans la FAQ. C'est en fait, les formalités de transfert d'établissement qu'on peut pas faire à ce Je jour. t'interromps, on va vous partager tout de suite le lien sur la FAQ, comme ça
Vous pourrez retrouver ces informations dans le détail. Oui. Et voilà, on va vous partager ça, là, Clément et Aurélien vont vous transmettre le lien et je te laisse poursuivre. Pardon. Ah oui, je vois des questions. Oui, les corrections, elles sont longues. On a beaucoup râlé. On leur a dit que ça serait bien qu'ils lèvent Attends, les certains questions contrôles. On a déjà branché Lauriane sur les questions et les réponses. Là. Attends une seconde. Bon. Ok, bon, d'accord. Non, mais Il m'a coupé dans finis mon. ton explication sur Non, les mais EI. voilà, c'était les EI. Je vous ai fait une petite liste parce que c'est l'INPI qui me l'a donné, une liste de ce qui est impossible. Donc vous n'êtes pas fous. Alors pour essayer de contrer un petit peu, parce que on a pas mal d'EI et puis il faut trouver des astuces. C'est petit rappel, c'est comme pour les personnes morales. Certaines fois, on n'arrive pas à faire des formalités parce que en fait, on a toutes les activités dans un seul bloc. Pour rappel, une modification d'activité ne passe que par l'ajout et la suppression sur le guichet unique. C'est comme ça que ça a été pensé. Donc il faut bien penser. Moi-même, je le fais pas en IMAT. Voilà, je mets 50 lignes dans un seul bloc. Normalement, il faut bien penser à mettre plusieurs blocs. Comme ça, quand on vient faire des ajouts et des suppressions, c'est plus pratique. Bon, je pratique mal également, mais le conseilleur n'est pas le payeur. Mais en tous les cas, voilà, pour vous dire, pour les formalités d'entreprise individuelle, j'ai constaté que si vous avez vraiment plusieurs blocs d'activité, c'est plus facile en fait de faire les formalités sur les entreprises individuelles. Donc pensez à scinder les activités. De toutes les façons, on peut faire des fausses corrections dans les entreprises individuelles comme dans les personnes morales. On peut scinder les activités. Si vous avez un bloc, vous pouvez le faire en 2, en 3 blocs. Et je vous le conseille. Et même pour les personnes morales, quand vous avez du mal à faire des modifications d'activité, quand on scinde, ça devient un petit peu plus clair. Et pour rappel, la modification de l'ordre des activités n'est pas une formalité qui est prévue pour modifier les activités. Elle est prévue normalement pour modifier le code APE. Simplement, c'est une formalité, l'INPI le reconnaît, ils ont un bug depuis 3 ans. Les dossiers partent au greffe. Ce qui fait que les dossiers partent au greffe quand on fait une modification de l'ordre des activités, parce qu'on veut changer le code APE et on veut intervertir des activités. En fait, ça part au greffe, ça devrait pas. Donc, on a des rejets pour nos compétences. Ou bien, ou bien on a des rejets. Le greffe, il dit, je comprends pas ce que vous voulez faire. On n'a pas de reçu de paiement, donc on peut pas traiter votre formalité. Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, il faut dire la vérité, nous, on faisait des modifications d'activités en utilisant cette modification de l'ordre des activités. Et les greffes nous les passaient. Mais en fait, il faut pas l'utiliser. Et maintenant, le guichet unique l'INPI va vraiment débrancher le greffe et bientôt cette formalité de modification de l'ordre des activités ne partira plus qu'à l'INSEE. Donc c'est un petit rappel parce que même nous on avait une mauvaise pratique et ça fait très peu de temps qu'on l'utilise plus pour faire des modifications d'activités. Mais en tous les cas, pour revenir aux EI, moi je m'en sors mieux quand je scinde les blocs d'activités. Parce que je peux venir supprimer des activités ou bien je supprime des établissements où j'ai scindé des activités mais je vais en remettre une sur un autre. Enfin, je fais des bidouilles en scindant les activités, ça m'aide pas mal. Mais et là, j'ai pas encore fait de tuto, donc je suis désolée sur là-dessus. Non, mais c'est une bonne idée de tuto. J'en profite pour vous rappeler. Sur les EI, on va se marrer. Ouais, on a la FAQ, mais on a aussi des tutos vidéo avec l'aide de Quentin, notre formaliste à Lyon. Voilà, il vous propose des parcours tracés sur le guichet unique pour vous permettre de vous en sortir sur ces paramétrages, sur ces astuces entre guillemets de saisie et vous éviter trop d'erreurs et trop de rejets de la part de l'INPI ou des greffes. Mais c'est vrai que je pourrais faire sur les EI parce que ça me On fait a un sujet souffrir. sur les EI. Ah ouais, mais elles me mettent en souffrance, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez vraiment me faire déprimer, vous me détestez, vous m'envoyez des questions sur les EI avec des ressacs RSE-IRL et vous m'en mettez des couches. Alors je les mets de côté, j'ai beaucoup de questions que vous m'avez posées, je les mets de côté. Mais à un moment ou à un autre, je vais mettre dessus, je vais vous aider, mais là, ça me met vraiment en déprime. Donc bon, je voulais en profiter aussi pour parler de certaines bonnes pratiques. Après, on regardera les questions parce que de toute façon, Guillaume, je veux vous répondre, mais Guillaume, il veut pas, donc il me met pas les questions, donc c'est pas de ma faute. N'oubliez pas. On vous répond, on finit notre petit topo et on prendra une demi-heure pour essayer de répondre au maximum de questions, Lauriane. Je te le promets. Suppression des brouillons. N'oubliez pas de supprimer vos brouillons. Pour diverses raisons. Déjà, ça alourdit notre outil, notre compte INPI. N'oubliez pas que quand on fait des brouillons, s'il a 2-3 mois et s'il y a des mises à jour, les mises à jour ne se mettent pas dans les brouillons. Et là, l'INPI, d'ailleurs, trouvait qu'on avait trop de brouillons. Ils ont décidé qu'ils allaient nous supprimer les brouillons à 1 an. Mais peut-être qu'après, ça sera à 6 mois, voire à 3 mois. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'on envoie les mauvais dossiers ou bien que, en fait, on envoie des mauvaises versions. La mise à jour, c'est pas faite et ça crée des bugs.
Donc, pensez à supprimer vos brouillons. On aura des notifications avant qu'ils suppriment les brouillons. Ils nous enverront des emails. Bon, je ne vois pas à quoi ça sert. Moi, si on me supprime des brouillons à plus d'1 an, c'est que vraiment, soit j'ai oublié le dossier, le client, il va vraiment me détester, soit c'est parce que j'ai fait des dossiers et puis que j'ai oublié de supprimer les brouillons. Mais pensez à supprimer vos brouillons. Deuxième rappel, le JSON. J'arrête pas d'en parler. Le JSON est prioritaire sur la synthèse. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'objet JSON? Guillaume, est-ce que tu sais ce que c'est que le JSON? Joker. Je vais faire peut-être un petit rappel quand même. Quand vous déposez vos formalités sur la plateforme du guichet unique, il structure les données sous la forme d'un objet informatique. Donc on appelle ça un objet JSON. C'est du jargon de développeur informatique, mais finalement c'est la structuration des données qui fait foi dans la formalité, dans le dépôt qu'on réalise. C'est vraiment ces données-là. Alors c'est un fichier qui fait 5000 lignes, 4000 ou 5000 lignes, donc autant vous dire que pour aller rentrer dedans, c'est un peu compliqué. C'est aussi pour ça qu'il y a la synthèse qui est vraiment le document qui affiche les données du JSON, mais ce sont vraiment ces données-là qui font foi et qui sont aussi utilisées dans le même format pour le RNE et qui décrivent totalement l'entreprise, ses dirigeants, ses établissements, voilà, et tout ce qui l'identifie. C'est-à-dire que quand on saisit, il y a les données informatiques qui partent, mais il y a aussi la synthèse papier. Enfin, Exactement. papier, dématérialisé, mais que c'est vrai Exactement, que mais les textes papier. de loi qui ont encadré le lancement du guichet unique indiquent toujours que les données qui font foi sont les données Mais informatiques transmises. Donc finalement, c'est pour ça qu'on dit que le JSON est prioritaire. Voilà. C'est en référence à ce paragraphe du règlement. Et donc, Sachant qu'il y a des greffes qui me répondent, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, mais c'est quoi le JSON? Alors là, moi j'ai flippé, non mais je l'ai eu, et un gros greffe. alors Et donc je l'ai évidemment, envoyé à la mission et j'ai dit non mais là, faites quelque chose parce que notre dossier est bloqué et ils connaissent pas le JSON Non, mais et on a un problème. il faut aussi se dire que comme on parle pas tous le langage informatique, on a tous développé des logiciels pour comprendre et visualiser ce qui se passait, y compris les greffiers, mais c'est aussi valable dans les autres valideurs qui récupèrent ces fameux flux informatiques et ils les remettent en forme également pour avoir des données exploitables. Donc c'est aussi normal que les greffes vous disent je vois pas le JSON, parce qu'en effet ils ne voient pas le JSON, ils ont leur logiciel qui leur permet Mais ils sont de contrôler, de valider. Ils sont censés l'utiliser pour Oui, valider nos dossiers, mais a priori il y a des greffes qui retapent notre synthèse, notre saisie. Et là c'est pour ça qu'on a quelques erreurs. Mais donc pour en Mais en revenir tout à cas, notre JSON. Oui, à notre JSON. Qu'est-ce que tu veux nous faire du Je crois que fameux c'est la JSON vie là 3 ou la vie 4 du collège stratégique, je crois que c'est la vie 3. Le JSON est prioritaire. Moi, je triche. Certaines fois, je vois pas le JSON et j'écris au greffe et je dis non, dans le JSON, c'est bon, veuillez valider mon dossier. Alors, j'ai de la chance, certaines fois, ça passe. Et ils me répondent ah oui, c'est vrai, et ils me valident mon dossier. D'autres fois, ils me répondent qu'est-ce que c'est, ou d'autres fois, je suis obligée d'écrire à l'INPI ou à notre informaticien et dire est-ce que tu peux me ressortir le JSON. Alors, ce qui est bien, c'est que à l'INPI, ils m'ont donné quelques codes pour ceux qui ont envie d'aller bidouiller dans le JSON, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que c'est le code 0, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune fonction. Le code 1, t'es DG, le code 2, il y a des codes à l'intérieur. Mais ça, je vais les partager parce que j'ai quelqu'un de l'INPI qui m'a donné quelques codes. Je vais vous les partager dans la FAQ. Mais en tout cas, sachez que si votre JSON est bon et que vous avez une synthèse validée qui est pas bonne, puisque vous dites, c'est le JSON, le greffe, il finit par dire, bon, bah écoutez, je vous valide le dossier, mais vous avez une synthèse validée qui est fausse. Je vous donne un exemple, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est modif de SA. Mon président de directoire, il n'est pas sur la synthèse, la modification. J'ai pas lu la synthèse, je l'admets, j'ai fait ma saisie, j'ai fait mon changement de président du directoire. La synthèse, je l'ai validée, il n'est pas dessus. Et j'écris au greffe en râlant, ouais, je comprends pas. Et je dis, merde, ma synthèse, elle est pas bonne. Donc je leur mets le JSON, je leur dis, ouais, il y a dans le JSON, etc. Le greffe de Paris, de Bobigny a été super. Et il m'a répondu, oui, effectivement, le JSON est bon et votre synthèse est fausse. Donc on va faire la correction. Mais moi, je me suis dit, mince, j'ai une synthèse validée qui est fausse. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et là, en fait, j'ai écrit à l'INPI. Et l'INPI m'a dit, mais Lauriane, c'est pas grave. Puisque ton JSON est bon, le RNE va être mis à jour, il va être bon. Donc, en fait, les organismes sociaux, ils vont aller regarder dans le RNE. Ils vont aller regarder les données mises à jour dans le RNE. Et même si ta synthèse validée est fausse, ce qu'il faut, c'est que moi, je vais me mettre dans un coin, attention, synthèse validée fausse, et que je vais en mettre l'email que j'ai échangé avec le greffe, comme quoi il m'a validé le JSON. Je sais que c'est compliqué, mais en tous les cas, après, je sors mon extrait d'immatriculation, ça me fait du travail, et je le mets dans mon dossier en me disant, bah voilà, il était carré à l'époque, les clients, il peut pas dire que j'ai mal fait mon job, le JSON était bon. Et pour rebondir,
Normalement, je devrais pas le dire en public. Il y a beaucoup de commentaires sur le JSON quand même. Moi, Oui. je pense qu'on n'aura jamais eu autant de, Alors, le JSON, autant de alors c'est Guillaume. commentaires informatiques sur cet Guillaume, si aspect-là. tu veux bien faire une FAQ pour expliquer comment on trouve le JSON, parce que déjà, vous allez flipper, parce que moi, quand j'ai vu le JSON, je comprends rien. Alors, on a eu un excellent message de Catherine Collange qui nous partage en effet l'accès aux données informatiques Voilà. du guichet unique. Je fais un petit dernier aparté. Oui, il faut vous munir d'un outil qui permet d'interroger la plateforme de l'INPI. Oui. Un logiciel où vous saisissez vos identifiants guichet unique, vous identifiez, vous récupérez un jeton, vous demandez le numéro de la formalité du dossier, vous allez récupérer l'information sur votre navigateur. Voilà, je vous ai déjà tous perdus. C'est un peu compliqué, donc oui, c'est une astuce pour aller vérifier les données, mais ça reste quand même. Bah, il faut dire que vous l'avez vu et que voilà. Non, mais le JSON, il est Méthode bon. L'Oréal. Voilà. Bon, Mais on mettra certaines dans fois- la FAQ, Mais je les- vois bien qu'il y a pas mal de questions, on mettra dans la FAQ un ou Une deux outils explication. informatiques qui permettent d'accéder au JSON. Et de le lire. Qu'au Parce que moins vous franchement- ayez dans vos équipes quelqu'un qui bricole un peu, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un développeur informatique, mais il faut quand même un peu Non, bricoler. mais faudrait monter un excès du JSON, c'est horrible. Hein. C'est null, false, true. Déjà, moi je suis nulle en anglais, bon, je comprends quand même ça, mais en fait c'est dur à comprendre parce que je cherchais juste mon DG ou mon président Bon, du on a- CA. Mais en fait, On a peut-être pour perdu faire Lauriane peut-être et, pour faire le lien et nos pour ceux qui participants. nous écoutent, c'est aussi juste avant la synthèse quand on fait une formalité, si vous déroulez des différents onglets, en fait finalement c'est qu'une traduction Oui, du informatique récap. du récap qui est C'est juste ça. préalable et on voit bien en fait déjà que c'est un peu syntaxé Bah, tu l'as bien comme dit. un peu comme un langage informatique. Donc c'est La ça synthèse, qui est c'est une retraduit traduction. en format. Voilà. Ok, donc maintenant je sais ce que c'est. Donc Merci. pour la petite histoire, Merci Guillaume pour les. alors pour la petite histoire, pédagogie. on a été nombreux à subir, bon tous à subir le bug du nouveau capital. Juristes informatiques. Oui, super. Donc, le bug du nouveau capital, moi, c'est sans complexe que je vous dis qu'on a bidouillé des synthèses. Guillaume, tu peux me virer si tu veux, mais en tous Non, les non, cas, je ne cautionne pas. mais voilà. Ça n'a pas été Mais je vais fait. vous dire pourquoi moi, je suis droit dans mes bottes et j'ai pas fait de faux. Le bug sur le nouveau capital, j'ai écrit à l'INPI, ils m'ont confirmé que quand on avait le bug sur le nouveau capital, c'est-à-dire que dans la synthèse, il y avait écrit nouveau capital, mais dans le fameux JSON, il y avait écrit capital. Donc du coup, si mon JSON est prioritaire et que ma synthèse est fausse, quand je vais bidouiller mon PDF, ma synthèse, quand je vais bidouiller, je vais enlever nouveau, j'ai pas fait de faux, puisque j'ai mis ma synthèse raccord avec mon JSON. Donc du coup, ben moi j'ai dit, on peut bidouiller les synthèses, vous avez mon go, pas celui de Guillaume, mais vous avez mon go, donc on en a bidouillé et nos dossiers sont passés. Il y en a d'autres, il y avait des greffes qui regardaient même pas Nouveau Capital, on mettait dans observation bug, et ils étaient sympas, ils nous passaient le dossier. Mais dans plusieurs, ils voulaient pas nous le passer, donc en fait on a été bidouiller la synthèse. Mais moi je suis droite dans mes bottes, parce qu'en fait, c'est JSON prioritaire, donc tranquille, et après, ben, de toutes les façons, Ouais. ma synthèse était raccord. Oui, Donc, mais Florence, notre chère Florence qui nous suit depuis de nombreux Ah, bah, pas webinaires, nous bidouiller la rappelle syn- que pas c'est pas très mais elle demande réglementaire. non, et elle a dit comment on bidouille la synthèse. Non, elle nous dit que c'est un faux. Mais, Ah, pardon. oui, bon, c'est Oui, vraiment, alors voilà, c'est un on- faux. Oui, alors c'est un faux, certes, juridiquement, mais moi, psychologiquement, ce n'est pas un faux, puisque je suis venue rectifier la réalité d'une synthèse qui ne reflète pas la réalité du JSON. Donc je suis désolée. Moi là, je sais pas par qui je vais me faire attaquer. on espère là. qu'il n'y a personne de l'INPI. Attaquer les gars tout digital, Aucun je suis greffier salarié qui les suit gars ce tout webinaire. digital. Bah, Attaquer- le problème, de toute façon, c'est qu'on sait aujourd'hui que les langages informatiques vont être de plus en plus compliqués et qu'il va falloir justement qu'on puisse échanger sur les données et pouvoir faire corriger ces données. Oui, mais bon, nous, il faut bien qu'on passe nos dossiers. Le client, il s'en fiche qu'il y ait un bug ou qu'il y ait le JSON qui soit bon ou pas bon. En tous les cas... Bon, on aimerait quand même que ça marche en fait. Tout Alors, simplement. c'est Guillaume, C'est quand même ça Guillaume la Comté, solution. président du groupe Legal to Digital. Non, Si pas du jamais il groupe, faut mais- m'attaquer en justice, c'est lui. Voilà, c'est pas moi. Je suis salarié, je le Bon, rappelle. pardon, on a un peu dévié, Oui, de, je sais, de ça nos se objets, fait, mais mais ça se dit pas. Mais là, j'ai un gros ras-le-bol parce que je me dis, les bugs, j'en ai ras-le-bol. On peut pas passer nos dossiers, etc. Mais moi, j'ai considéré, pour moi, je me sens pas attaquable parce que le JSON était bon. Si ça le va JSON faire, était je faux, pense que ça va faire le buzz là, Lauriane. oui, Tu vas- non, mais Fais attention. non, mais si JSON était faux, si mon JSON n'était pas bon et qu'il y avait écrit nouveau capital, j'aurais pas touché ma synthèse,
puisque ma synthèse nouveau capital était raccord avec mon JSON. Donc pour moi, je suis en droit, c'est comme si je faisais une demande de pièce d'identité par Internet et qu'il y a un bug sur mon nom. J'ai pas envie qu'il y ait écrit un autre nom, j'ai pas envie d'avoir une pièce d'identité. Donc du coup, moi je suis en droit, non, ça m'énerve. Et puis, oui, pour rebondir, le droit à rectification, là, le droit à l'erreur. Vous savez que j'arrête pas de dire que sur le guichet unique, c'est une mission de service public qu'on a pour faire mettre à jour nos cabis, etc. C'est pas normal qu'on n'ait pas de droit à l'erreur, il n'est pas prévu. Et la mission interministérielle s'est saisie du sujet. On n'arrête pas de le remettre sur le tapis. Et en fait, la problématique qu'on a, c'est que déjà, envoyer des emails à fond partout, la DGE, la mission interministérielle pour demander droit à rectification de nos erreurs matérielles, mais pas que nous, aussi des administrations, pour qu'on puisse en fait, rectifier nos erreurs matérielles sur le CABIS et ailleurs, pas être obligé de faire une requête, parce que normalement, une erreur matérielle de saisie, on doit faire une requête auprès du juge commis au RCS pour demander à ce que, par exemple, si on a fait une erreur sur la déno, il accepte de nous faire une modification de la dénomination, il dit oui, il nous modifie, et ensuite, il fait une inscription d'office dans le RNE pour nous mettre à jour. Bon, voilà, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais on devrait avoir le droit à l'erreur, moi, je trouve ça normal. Donc, si vous faites des emails en masse, soutenez le mouvement, c'est pas une pétition parce que Guillaume veut pas que je fasse de pétition, voilà, je le dénonce. Décidément. Dans tous les cas, Je me fais afficher. Et là, on va comprendre pourquoi toutes les formalités sont refusées au guichet unique. Je comprends le taux de rejet exceptionnel de nos dossiers là. Non, mais attends. Non, je blague. Ça va être Non, non, quand même. On vous parle de cette bidouille, évidemment. On vous la recommande pas. Hein, c'est vraiment on va dire le dernier recours. On vous recommande de plutôt écrire et d'essayer de résoudre le je vais bug. pas dire faites-le. Non, mais je vous dis que moi je le fais de temps en temps. Plus sérieusement. Et on essaie de signaler quand même les bugs et de résoudre les choses de manière constructive. Par ailleurs, et en parallèle à toutes ces discussions de comptoir. Je veux avoir un avertissement. Non, Soutenez-moi. oui, c'est partagé. Hein, les réactions sont partagées. Oui, sur mais le 4 sujet. 000 € d'amende, c'est pour Legal to Digital. Non, mais Merci attendez, Florence. j'avais jamais fait de bidouille avant le nouveau capital. Hein. Jamais j'avais fait de bidouille sur les synthèses. Là, c'est vraiment, en fait, quand j'ai entendu le JSON est bon, oh là, il y a un truc qui s'est ouvert dans mon cerveau et j'ai dit, alors je peux changer la synthèse, je peux la mettre raccord. C'est juste là, sinon je le fais jamais. Hein, Guillaume, t'inquiète tu pas. modifies pas les synthèses, tu Pas du modifies tout. pas les designs, rassure-nous. Je ne sais même pas Donc comment on fait. maintenant, pour faire les sujets, et puis... Mais comment tu fais les demandes ACRE? Tiens, voilà un Voilà, sujet les demandes qui ACRE. Oui, s'intéresse. les demandes ACRE, en fait, là, ça arrive, je pense, de plus en plus pour les cabinets d'expertise comptable qui font des créations d'entreprises, puisque donc depuis le 1er janvier, il faut les faire en fait manuellement. Alors c'est vrai qu'on a une partie de notre population qui sont des SARL, URL et dont les gérants vont avoir le statut TNS, donc déjà ils sont connus des URSSAF, mais malheureusement il y a tous ceux qui sont pas connus des URSSAF, comme des présidents de SAS qui sont pas rémunérés dès leur immatriculation. Et c'est vrai que là, on commence à avoir un petit peu des questions, des process. Je pense que les cabinets, en tout cas comme le mien, appréciaient le fait qu'on ait à l'époque une espèce d'automatisation ACRE qui se faisait. Aujourd'hui, finalement, cette suppression-là va nous rajouter encore un petit poids dans le poste, finalement, création, puisque finalement, le dossier ne sera pas complet au sens ACRE et qu'il faudra... essayer, quand bien même, de passer un certain de barrières pour faire les formulaires de demande d'ACRE post-création d'entreprise. Voilà. Bon, Lauriane la bidouilleuse, qui mérite d'être attaquée en justice, a quand même été vous chercher, en fait, le pas à pas. Donc, vous avez Alors, le site est bien fait. Vous voyez, regardez ce que j'ai trouvé sur le site de l'URSSAF. Et vous pouvez télécharger. Il y a 2 formulaires. Il y a le formulaire pour tous ceux qui sont TNS. Et il y a le formulaire pour les mandataires sociaux salariés. C'est-à-dire, je pense, c'est pour les présidents de SAS. Donc, vous avez à disposition les formulaires à remplir. Il faut que vous vous munissiez de la synthèse validée et d'un extrait RNE de la société. Vous remplissez le formulaire et ensuite je vous ai mis un pas à pas de l'URSSAF parce que franchement j'ai un peu tourné en rond. Je crois que j'ai cliqué sur 8 pages ou 6 pages avant d'arriver sur l'email. Quand vous n'avez pas de compte, en fait, je vous ai fait le pas à pas, Guillaume va vous le montrer. Quand vous n'avez pas de compte, non, ça c'est pas le premier. Quand vous n'avez pas de... Excusez-moi. non, tu peux revenir encore en arrière. Quand vous n'avez pas de compte et vous rentrez sur le site de l'URSSAF et vous n'avez pas de compte URSSAF. Et après, vas-y, montre toutes les étapes que j'ai dû passer. Donc là, j'ai mis que c'était un indépendant. J'ai continué. Vas-y, continue. Je vous ai mis le pas à pas. Continue. Et enfin, j'arrive et je peux faire. Et voilà. Combien d'étapes là? Dans 6, l'objet 7 étapes. Et là, vous avez l'objet ACRE et vous faites la demande par email. Et pour peu que le site URSSAF soit pas en panne entre la 3e et 5e étape. Mais tu as quand même dit au début, le site de l'URSSAF est bien fait.
Ah, j'ai dit ça? Ouais. Mais si, Non, je- non, il est bien fait parce que il explique bien, il a bien expliqué le process, j'étais contente de le trouver, les formulaires, tout a été clair et ils mettent bien les conditions, etc. Donc il est hyper bien fait, je vais pas passer du temps dessus, mais en tous les cas, pour ça, il était bien fait. Je me suis dit, bon, voilà, il y a le pas à pas. Simplement, je m'attendais pas à ce qu'on repasse à 3 fois les mêmes questions pour arriver au formulaire, au formulaire de demande voilà, de dépôt d'acre, en espérant qu'on ait bien l'email derrière qui arrive pour nous confirmer qu'on a fait la demande par email. Parce que ça, je suis pas allée au bout. J'avais pas de demande d'acre à faire. Mais en tous les cas, voilà. Et pensez bien également aussi à le faire dans un délai très raisonnable. Alors, post sur le création site, il n'était d'entreprise. pas très clair. Et j'ai vu 3 à 6 semaines. J'ai pas trop compris parce qu'en fait, j'ai trouvé de délai nulle part. Mais en tous les cas, moi, ce que je voyais, c'est qu'ils mettaient 3 à 6 semaines. Donc, et a priori, s'ils vous répondent pas, la règle, vous savez qu'on avait déjà avant, ils vous répondent pas dans le mois, l'acre est acquis. Donc voilà. Mais allez regarder sur le site. Je n'ai pas réussi à trouver un délai pour le déposer. Moi, je dirais que ça devrait être assez rapide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était 45 jours, dans les 45 jours de l'IMAT. Moi, je pense qu'en fait, vous avez l'IMAT, elle est validée, il faut le faire tout de suite. Et bon, j'espère qu'on aura un délai plus clair à l'avenir. Mais en tous les cas, moi, j'ai lu 4 à 6 semaines. Voilà. Guillaume, tu as eu déjà des expériences comme ça et tu as des délais Il l'a pas encore fait, je crois. où t'as pas Bah, encore fait de moi, là, comme les créations d'entreprises, pour certaines, vu que c'est les créations depuis le 1er janvier 2026, Ouais. globalement, à aujourd'hui, on est dans les délais. Mais je pense qu'en effet, il vaut mieux pas. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut le faire concomitamment, finalement, à l'obtention du CABIS pour pouvoir lancer le process dès le départ. Voilà. Mais à aujourd'hui, globalement, si on part sur 45 jours, même si on prend sur une création d'entreprise qui a eu lieu début janvier, on est encore dans les délais. Donc voilà, Bah, je il y a pense que une. l'URSSAF, à mon avis, elle va être, à mon avis, tolérant. Et en général, quand on fait des demandes voilà, assez rapides avec eux, on a quand même souvent Il tendance y a à Aline avoir. qui nous suit, qui nous dit que sa cliente a reçu une réponse dans les 6 jours. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai vu aucun délai nulle part, mais j'ai lu à un moment sur le site de l'URSSAF qui parlait de 4 à 6 semaines. J'avais l'impression que c'était un début de délai qu'ils annonçaient, mais en tous les cas, c'est vrai que dans le texte, j'ai rien vu. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous dire de bêtises. Faites-le rapidement. Et puis gardez-vous des preuves, que bien avoir imprimez-vous en PDF l'accusé réception de l'URSSAF, parce que si l'URSSAF ne répond pas, eh ben, au moins vous êtes tranquille, c'est acquis. Donc gardez vos preuves. Mais pensez bien à le faire comme étant prévu une formalité à faire pour la création. Oui, à la Ne création pensez ou pas à que la ça va se reprise. faire, ou à la reprise. C'est création ou Aux reprise. reprises d'entreprise, il faut penser bien à ce que ce soit pas automatique comme avant et Non. penser à le faire comme une dernière étape. Et Alors c'est pas dans le souvent, guichet. à l'époque, on avait le CABIS et donc avec le CABIS, finalement, tout était fait. Enfin, il y On avait faisait au CFE. Voilà, exactement. Donc, du coup, alors qu'aujourd'hui, il faut penser à l'étape d'après Ouais. qui, finalement, est revenir en arrière comme ce qu'on a connu il y a quelques années, Je pense alors qu'il qu'en faut fait, faire sur un ce tableau sujet, de suivi. ça avait bien avancé. Voilà. Un tableau de suivi des IMAT, je pense qu'il va falloir faire, parce que sinon il va y avoir Mm. des loupés. Parce que même à l'époque, c'était pas trop mal, mais moi j'ai déjà eu un loupé, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, faites attention à ça. Après, petite nouveauté. Est-ce qu'on passe aux questions-réponses ou Il tu y a vois encore les évolution à nouveautés? dire, on n'en a pas parlé. Ah, on a des évolutions. Alors, juste on profite quand même le temps qu'on vous explique les dernières évolutions C'est à venir. rapide. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions de notre plateforme de webinaire. Posez vos questions, votez également sinon pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes, les plus pertinentes. Et on va prendre les 20 dernières minutes juste après la liste des évolutions Alors, pour essayer de répondre à un maximum de questions avec l'aide de Guillaume. Donc Voilà. n'hésitez pas, il y a déjà pas mal de questions, votez ou posez vos Alors, questions pour sur le les thématiques JSON, qu'on a abordées. c'est Guillaume qui vous fera dans la FAQ de Legal to Digital. Il vous fera la définition du JSON, il vous expliquera ce que c'est avec des mots normaux et il vous montrera, il vous fera un petit pas à pas parce que moi je suis incapable de le faire et d'expliquer. J'ai juste compris que c'était un fichier informatique. Oui, alors il qui me était semble envoyé. par contre qu'on le retrouve, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on le retrouve d'ailleurs sur le compte impôt.gouv personnel de nos clients quand on fait des déclarations de revenus, puisqu'on peut importer, enfin on peut exporter pardon, du compte impôt.gouv perso, il me semble un fichier JSON qui permet qu'on intègre en fait dans nos outils pour faire des déclarations d'impôt et ça va récupérer le nom, prénom, l'adresse, le régime matrimonial, enfin un certain nombre d'informations personnelles pour que nous on puisse à travers nos outils nos logiciels fiscaux préparer les déclarations de revenus. Donc en fait, je pense qu'il y a peut-être d'autres sujets où finalement on retrouve ce JSON. Ouais, mais de toute façon, il est lié à la fiche RNE et donc à l'extrait
l'extrait Oui, d'immatriculation mais ça reste des RNE. données qu'on peut peut-être aller mettre dans les Voilà, mais outils. je pense que nos outils commencent maintenant aussi à aller finalement chercher ces bases de données pour faciliter notre quotidien, en tout cas dans les En tout cas, logiciels aussi. je réponds à cette question. On va vous préparer un petit tuto pour vous aider à récupérer le JSON et à pouvoir vérifier des choses. Et puis après, vous demanderez à l'IA ou à ChatGPT d'analyser le contenu De et le de vous traduire. de traduire ça en données. Avant de partir, donc, nous Les posez vos évolutions questions et vite en fait, attendant, on voilà. vous fait un petit récap des évolutions du guichet unique. Lauriane, je te rends Alors, la parole. rapidement, là, la bonne nouvelle, pour les levées de mention de radiation d'office, on a tous rencontré des sociétés radiées d'office parce que elles n'ont pas payé la société de domiciliation. La société de domiciliation est obligée, je crois que c'est tous les semestres, non, c'est tous les semestres, ou une fois par an, je ne sais plus combien de temps, est obligée de faire la liste de tous les mauvais payeurs, ceux qui ne payent pas et qui sont dans la nature, et du coup qui ne peuvent plus justifier d'un siège, d'aller les dénoncer au greffe, ou bien les courriers qui arrivent à NPAI, et du coup, le greffe, il est obligé de radier d'office les sociétés. Donc on se retrouve avec ces situations de radiation d'office. Jusqu'à maintenant, et jusqu'à ce que ça soit mis en place, pour l'instant, on fait des dossiers papier, on envoie au greffe la demande de levée de radiation d'office, et le cabis est mis à jour. Le greffe prévient l'INSEE, et normalement, le greffe envoie aussi, parce qu'il a une adresse dédiée au RNE, pour demander les levées de radiation d'office de ces sociétés. On voit que ça se passe pas super bien. On est souvent obligé d'écrire à l'INPI en disant « J'ai un avis de situation, j'ai ma société active, j'ai un cabis, la société, elle est active, j'ai bien retrouvé mon établissement principal, et elle remonte pas au RNE. » Donc on est obligé de faire ça. Et c'est chronophage. Donc là, bonne nouvelle, ça fait plusieurs mois que l'INPI travaille avec les impôts et les autres organismes qui sont destinataires des infos c'est pas de réimmatriculation, mais moi j'appelais ça réimmatriculation suite à une radiation d'office. On va avoir la formalité sur le guichet unique. Donc j'ai eu le privilège de voir le pas à pas. Donc voilà, c'est en train d'arriver. Je peux pas dire pour quand. Je pense que ça va être encore une question, pas de semaines, mais de mois. Mais ça va être mis en place sur le guichet unique. On pourra faire les levées de mention de radiation d'office. Et on n'aura plus... et c'est le guichet unique. En fait, quand la formalité sera validée, le greffe, il dira oui, c'est bon, on lève la mention de radiation. Ça enverra à l'INSEE, etc. et aux organismes sociaux qui pourront venir chercher les données dans le RNE et nous réactiver tout ça, et on aura un moins de problématiques. Voilà. Et puis Donc ça, peut-être un petit lien pour aider peut-être les cabinets d'expertise comptable qui ont rencontré le problème. Quand on a une radiation d'office, on ne peut plus déclarer les TVA, on ne peut plus déclarer les IS, Oui. puisque en fait les impôts ont comme un peu une consigne comme si l'entreprise était fermée. Donc le temps de faire ça, n'hésitez pas à faire des déclarations finalement en PDF pour nos clients. papier, tu veux dire De les remplir et de les déposer sur la messagerie sécurisée des clients sur la partie impôt.gouv professionnelle pour dire aux impôts, voilà, on est dans un cas où on a un problème de radiation administrative, puisque problème d'adresse ou autre, peu importe. Finalement, moi, j'ai même eu le cas sur un client où on ne sait pas pourquoi, le postier n'a pas livré, donc ça a été renvoyé, et il n'y avait pas de problème. Donc voilà, donc souvent maintenant, en fait, il faut être assez vigilant, et si ça vous arrive en cabinet, déclarez bien, déposez les déclarations quand même sur la messagerie sécurisée. Il faut lancer les paiements par virement, donc c'est un petit peu lourd, puisque là, les clients, on leur demande de faire des virements, alors qu'en fait, usuellement, les impôts professionnels, on lance des prélèvements pour leur compte sur leur impôt.gouv, mais voilà, donc il y a des petites solutions de contournement, et les impôts, en général, il faut les prévenir, et en général, ils sont assez, comme ils voient que finalement une société ont déclaré ses TVA et qu'il y avait des opérations, Oui. c'est que souvent, ça peut être aussi un problème administratif, informatique, et ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises pour pouvoir régulariser les radiations. Sachant que la radiation d'office, elle peut être demandée par les impôts et l'URSSAF également. Oui, tout à on fait. est toujours en train de cibler les mêmes, Mm. mais ça peut être aussi eux qui demandent une radiation d'office pour s'assurer, voilà, On a eu le cas également pour des clients, oui, en effet, où les impôts écrivent à l'entreprise pour diverses raisons, et donc reçoivent un courrier NPI, et ils déposent souvent en messagerie sécurisée en disant que si on répond pas dans un certain délai, ils vont envoyer finalement au greffe et au Et guichet unique. l'URSSAF, c'est pour défaut de déclaration, quand au bout d'un certain nombre de mois, en fait, il fait une radiation d'office. Donc voilà, la boucle est bouclée. Ensuite, il y a la transmission des documents relatifs aux activités réglementées. Vous avez dû rencontrer le cas, c'est le greffe de Bobigny qui a vu la faille et qui a commencé à faire des injonctions l'année dernière. Et il a eu raison, mais nous, ça nous a mis un peu dans la panade. Je vous donne un exemple. Une société qui fait de la formation professionnelle, elle est obligée de demander un agrément. Donc, du coup, nous, on fait notre formalité, on a l'extrait cabis. Notre client va se rendre pour faire la demande d'agrément.
il a la demande d'agrément et nous, on est censé la redéposer au greffe pour lever les mentions de conditions suspensives qui sont sur le CABIS. Parce que sur le CABIS, il y a écrit qu'on a le CABIS, mais sous condition que le greffe reçoive l'agrément. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le client, il a sa demande d'agrément, il nous la donne, mais nous, on ne peut pas la déposer sur le guichet unique parce qu'il n'y a rien qui est prévu. Et ça y est, ça va être prévu. Là, ils sont en train de développer en fait, le système pour qu'on puisse déposer les documents des activités réglementées. Ça ne sera pas que les organismes de formation, mais pour toutes les autres formalités, on pourra déposer le document directement sur le guichet unique. Si vous avez un rejet au motif R12396, sachez que c'est ça. Mais tu C'est parles parce que- GISO maintenant. Voilà, oui. Voilà, c'est le greffe qui vous demande en fait de venir insérer dans le guichet unique le document relatif à l'activité réglementée pour justifier en fait que l'activité, que la demande a été faite dans les organismes, dans les institutions et qu'ils ont l'autorisation. Et comme ça, le greffe peut lever les mentions. Donc voilà. Ensuite, Les immatriculation. annonces, on Non. en a déjà parlé. Bon, les annonces, on en a parlé. Et immatriculation au RCS des établissements inscrits à l'INSEE. Vous avez déjà eu des établissements inscrits simplement à l'INSEE et par erreur pas inscrits au RCS. Ça nous est arrivé, on tournait en rond. Sachez que là, ils sont en train de mettre en place l'immatriculation au RCS. On va pouvoir immatriculer des établissements qui sont inscrits à l'INSEE en gardant le numéro SIRET. Donc ça, c'est la bonne... voilà, ça, c'est bien. Il nous avait déjà permis de faire des corrections, d'ajouter des établissements, les supprimer, etc. Et là, on va un peu plus loin dans tout ce qui est la notion d'établissement. Bon, là, nous, on a aussi demandé à ce que les établissements qu'on radiait par erreur, parce qu'il y a le client qui oublie, qui veut pas radier parce qu'il a des salariés et il nous demande de radier ou de transférer des établissements et nous on se retrouve à devoir réactiver des sirettes. On ne peut pas. En fait, dans le process, pour l'instant, ce qui n'est pas prévu, c'est de réactiver des sirettes. On radie un établissement secondaire par erreur ou même un principal, parce qu'on le transfère ou autre. On le radie par erreur. On ne peut pas le réimmatriculer avec le même SIRET. On peut l'immatriculer, mais on n'aura pas le même SIRET parce que le système n'a pas prévu. Et là, c'est pareil, on a monté le sujet et je sens que ça y est, ça commence à bouger. Je sais que l'INSEE était très partant pour le faire, mais qu'il fallait que le process soit mis au niveau du greffe pour qu'en fait ils comprennent qu'on veut réattribuer le même SIRET. D'ailleurs, petit aparté, vous savez qu'en 2027, à partir du 1er janvier 2027, il va y avoir un changement de la NAF. Donc c'est la nomenclature des activités françaises. Donc, pour l'instant, vous savez, les codes APE, ils sont basés sur la NAF 2008. C'est-à-dire que depuis 2008, les codes APE n'ont pas changé. Donc, il y a la NAF 2025 qui a été créée, mais qui sera mise en œuvre le 1er janvier 2027. Oui, le temps que tout se mette... voilà. Alors, nous, on a interrogé parce qu'en fait, j'ai déjà eu dans un groupe de discussion, j'ai vu que tout le monde était en panique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut déjà faire une étude préalable, etc. Donc, j'ai eu la chance de parler avec une personne de l'URSSAF qui est très impliquée auprès des entreprises et qui m'a dit non, normalement, en fait, ils ont fait une table de correspondance des codes APE. Donc, et que je vous ai mis là le lien, mais de toute façon, si vous le tapez, table de correspondance des codes APE NAF 2008 et NAF 2025, vous tombez dessus. Et vous obtenez une colonne avec les codes APE NAF 2008, c'est-à-dire les codes APE actuels, et la NAF 2025, c'est-à-dire les codes APE qu'on aura à partir du 1er janvier 2027. C'est une table de correspondance. Normalement, tout se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas notre intervention. Au 1er janvier, on aura tous les codes APE qui ont changé. Donc nous, on était inquiets, on s'est dit mince, il va y avoir des bugs, etc. Ben oui, il dit sans doute qu'il y aura des bugs. Nous aussi, on est inquiets parce que ça va nous donner un surcroît d'activité. Ils mettent tout en œuvre pour qu'il n'y en ait pas. Mais ils nous ont mis à disposition cette table de correspondance. Pourquoi? Pour qu'on puisse éventuellement, si on a envie, on se dit tiens, j'ai des groupes où on a des activités sensibles. Notre code APE, on n'est pas sûr tout le temps qu'il soit bon, ou voilà, on a un petit peu peur. Et ben, on peut aller regarder déjà la table de correspondance et peut-être faire une mise à jour déjà de notre code APE pour que, en fait, dans la table de correspondance, en fait, on cible déjà le code APE qu'on veut. Bon, moi, je serais d'avis, moi, j'attendrai. Mais je pense qu'il y aura peut-être une grosse campagne en 2027 de modification des codes APE. De toute façon, ça sera toujours possible de le faire. Ils ne savent pas encore s'ils vont changer le process ou pas. Il m'a parlé d'une notion que je n'ai pas trop comprise, s'il fallait avoir un compte, etc. Je n'ai pas trop compris, mais dès que j'aurai plus d'infos, je vous le dirai. En tous les cas, c'est un système automatique. Et voilà. Et vous pouvez déjà aller regarder les tables de correspondance. Et pourquoi ça a été mis en œuvre? Parce qu'en fait, les codes APE actuels, mis en œuvre en 2008, ils ne comprennent pas certains métiers qui ont été créés autour de la digitalisation, influenceurs, etc. Donc en fait, il fallait les codifier. Et aussi, il y avait pas mal de codes fourre-tout
conseil pour les affaires, etc. Donc, du coup, il a fallu refaire toute la norme, qui est une norme statistique, hein, pour qu'en fait, ils puissent affiner au niveau de recherche statistique, que tout soit plus carré, que ça comprenne les métiers qui n'étaient pas codifiés, etc. Donc voilà, bon courage pour nous. Mais en tous les cas, On a un an pour se préparer. non, mais l'INSEE travaille dur parce que moi j'ai été soucieuse et j'ai eu quelqu'un de l'INSEE qui m'a dit oui, oui, et nous aussi on est inquiets, on a bien conscience que ce n'est pas qu'un code statistique, parce que moi tout de suite j'ai voulu râler en disant oui, c'est pas qu'un code statistique, c'est un faisceau d'indices pour les impôts, il y a des exonérations fiscales, des subventions, des machins, des trucs. Et il m'a dit non, non, on a bien conscience, lors des réunions, on dit bien que ce n'est pas qu'un code statistique, ça influence la vie des sociétés, on en a conscience. Donc voilà, je voulais vous le dire, parce que j'ai trouvé ça bien que une personne qui travaille à l'INSEE et qui me le dise, que l'INSEE avait très conscience des problématiques que ça pouvait Ouais, ça générer. sera un sujet, Et, je pense que dans une newsletter, on abordera ça. ouais, un peu et ils plus en travaillent détail, dur enfin. pour que les correspondances se fassent bien, tout se fasse correctement. Et ils ont mis cette table de correspondance à disposition pour qu'on puisse commencer à les regarder. Voilà. Je vous propose de passer à la phase de questions-réponses. On a l'onglet questions dans notre plateforme de webinaire, où vous pouvez aller consulter et voter pour les questions, ou poser vos propres questions. On a déjà posé, voilà, j'ai déjà répondu à quelques sujets sur le JSON. On va documenter la FAQ et vous expliquer ça de manière un peu plus claire. Il y a un petit sujet qui m'intéresse, ça, sur Papers et Mais Société.com. on a pas mal de sujets, en effet, sur la reprise des documents et Alors. l'open data. L'open Pour- data, comment ça marche, Lauriane? Non, alors, pour là, l'occultation, non, moi je parle pas avec des gros mots. Je me moque de Guillaume, hein. Non, quand on te fait la demande d'occultation, la règle, c'est que l'INPI qu'on retrouve, enfin, l'INPI est un diffuseur de données publiques. Il a l'obligation de diffuser de la donnée publique. Et quand on fait une demande d'occultation, en fait, ça vient supprimer en fait l'adresse personnelle. Bon, sauf on a vu que sur le guichet unique, on avait toujours au niveau du RNE la commune et le code postal, parce qu'en fait, il y a un texte qui dit que ça doit être comme ça dans le RNE. Donc voilà, donc ça vient supprimer une partie de l'adresse. Donc le guichet unique est un diffuseur de données publiques. Paper, Société.com et tous les autres sites sont des rediffuseurs. Donc si le guichet unique implémente l'occultation, il dit ben tiens, sur telle société, par exemple Legal to Digital, le président a demandé l'occultation et le document qui est déposé, il est occulté, ben, Papers doit faire de même, il doit occulter, en fait, il doit mettre à disposition les documents occultés. Papers doit en fait se calquer sur Infogreffe, sur DataIMP, les documents sur DataIMP, et ça doit être les mêmes. On a rencontré quand même un problème. On a vu que sur Papers, ils venaient bien déposer le document occulté, par exemple les statuts occultés. On ne voit plus les adresses. Et tout en bas, on voyait toujours les adresses avec les adresses, avec les adresses non occultées. Donc on s'est dit, attends, il y a un problème, j'ai des statuts occultés, mais s'ils me laissent les adresses tout en bas. Et donc on l'a remonté à monsieur le ménager, qui est le responsable du guichet unique. Et lui, il a dit que c'était son rôle d'aller parler avec Paper, Société.com, etc., pour qu'ils suppriment en fait les documents qui ont été déposés occultés. Enfin, les documents qui ne sont pas occultés, mais pour lesquels les personnes ont demandé l'occultation. Parce que sur Papers ne doit figurer que les documents occultés. Et on a également rencontré le problème aussi sur le guichet unique. Dans le dépôt d'acte, on a vu que Oui. Sur le guichet unique, quand on va dans dépôt d'acte, on veut aller occulter. Enfin, peut-être que pour le rappeler pour tout le monde, c'est une des premières fois où on a des documents disponibles sur le guichet unique. Alors que Oui. normalement, le guichet unique était un document poussif vers la base finalement de DataIMP. Alors que là, du guichet unique, en fait, quand on va dans la rubrique dépôt d'acte, on peut aller consulter les documents publics finalement en liste qui sont sur DataIMP. Voilà. Et sauf que on se rend compte que même des documents occultés, finalement, les anciens documents non occultés sont consultables et donc finalement en dépôt d'acte. Donc du coup, ça perd un peu de son intérêt. C'est un bug, hein. J'ai demandé à l'INPI, quand vous allez faire un dépôt d'acte et que vous cliquez sur « Je souhaite occulter » et que vous regardez les documents et que vous voyez que vous avez tout occulté et en fait, ça vous ressort tous les documents non occultés, n'ayez pas un choc cardiaque, c'est un bug qui va être réparé. Mais pour reprendre le point sur l'open data, en tout cas, je vous ai remis un petit schéma très rapide, hein. Les données sont diffusées à partir de l'INPI et de ces fameuses API et leur utilisation est contrôlée, hein, par les rediffuseurs et par les exploitants de ces données.
Si vous voyez des données qui ont bien disparu du site Data INPI, donc des documents, vous allez dans l'onglet documents de la société sur lequel vous recherchez, vous ne devez pas retrouver ces données-là sur société.com ou sur Papers et compagnie. Ils sont supposés se synchroniser et donc retirer les documents qui eux-mêmes ont été retirés de Data INPI et donc du RNE. Donc, vous pouvez vérifier, si c'est pas le cas, vous leur écrivez, vous leur dites retirez-moi ce document, il a rien à faire là, il a été supprimé ou voilà, je l'ai modifié. Donc voilà, n'hésitez pas à monter au créneau auprès d'eux à leur attester que dans le RNE, il n'y a plus ces informations-là, donc ils ne sont pas supposés les garder de leur côté. Ils n'ont pas le droit Et de je crois refuser qu'on de la aperçoit donner. le gison en fait sur la droite, Guillaume. Ben voilà, Lauriane, un petit extrait d'un fichier Gison pour les S'il y en amateurs. a qui veulent le lire avec Bon, impatience. voilà, Merci, c'est patience. vrai que les rediffuseurs n'ont pas le droit de communiquer de la donnée publique qui a été occultée. Donc Exactement. voilà, ils doivent se coller. Tous ceux qui sont rediffuseurs comme Papers et Société.com et autres, voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est juste la mise en œuvre qui est compliquée. Ils connaissent très bien les règles et ils font bien le job. Et on peut également écrire aussi à Infogreffe. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai un client qui Oui, m'a de demandé supprimer, ouais. voilà, qu'il y a une erreur en fait sur le site Infogreffe par rapport à la base. Ah, Et ça, donc, j'ai on a vu plein de écrit fois. et on a écrit Infogreffe et Infogreffe a fait les corrections. Voilà. Ouais. Donc on peut aussi voilà, enfin, faut pas hésiter. Ah, mais sur Infographe, moi, Voilà, je... dans le monde de l'informatique aujourd'hui, c'est plutôt Ouais. la difficulté qu'on a de temps en temps, sinon c'est de trouver le canal ou le lien de communication. Et ça, c'est vrai que même sur le guichet unique, on le rencontre quand on a un problème sur une formalité. On voit le greffe avec un numéro de téléphone, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Oui, mais il ne faut pas hésiter à écrire à Infogreffe quand vous avez des problématiques sur les sociétés ou les entreprises, parce que ça peut générer après d'autres problématiques. Et nous, moi, directement, je dégaine un email, j'écris à Infogreffe, je dis faites attention, je fais des captures d'écran, c'est le mauvais siège, ou bien quand je clique sur la société, elle change de nom, il m'est arrivé des trucs fous, mais c'est normal, c'est de l'informatique, c'est pas de leur faute, c'est normal qu'il y ait des petits bugs à droite à gauche. On a quelques questions sur les demandes ACRE. J'ai Le déjà envoyé papa, ce matin à Aurélien pour alors qu'il le mette sur la FAQ. s'il n'est pas déjà là, Je l'ai fait ce matin, ouais. ouais, on va le publier incessamment sous peu dans la FAQ. Donc il n'y est pas encore. Donc pour répondre à Maëva, mais bientôt, très bientôt. Et par contre, on a une question sur la demande ACRE. Est-ce qu'il faut le faire, Guillaume, tu en parlais, au moment de l'immatriculation ou de la mise en activité? Demande bonne ACRE. question. Bonne question. C'est prise ou reprise d'activité. Oui, Attends. donc pour moi, j'aurais dit Moi, j'aurais dit IMAT, moi. ouais, IMAT, ouais, moi Mais aussi. c'est vrai que quand tu fais l'IMAT, les cotisations, elles sont pas là. Enfin, tu vois, ça met pas en Merci œuvre. Cathy qui vous colle Ouais, là. bonne Ouais, question. c'est Et une bonne attends, question. alors comment on faisait avant? C'est pas que je l'ai pas fait des centaines de fois déjà. Comment on faisait avant en IMAT? Bah, c'est vrai que ça me semble que c'était la prise d'activité. Non, mais J'ai un doute. je crois Ouais. pas. Bon, Je pense Finalement, que il c'est faut l'IMAT. revenir dans nos anciens. Non, moi je pense que c'est à l'IMAT, mais Mm. il faudrait que je regarde. Mm. Moi, je me suis même pas posé la question. Bon, Mais bah, c'est vrai que la vie de la société, elle commence quand on fait la prise d'activité, puisque les Mm. organismes sociaux ne sont pas informés. Mais non, moi je pense que c'est à l'IMAT. C'est une bonne question. Moi mais je pense saurais que pas c'est à répondre. l'IMAT, On mais verra. c'est On vrai va que vérifier. la question Mm. est logique, parce Oui. que imaginons, elle fait une prise d'activité 6 mois plus tard. Mm. Mais méfiance. Bon, en attendant, si vous avez des demandes, moi je la ferai quand même en IMAT maintenant. Et après, on va regarder ce point-là. Ouais, c'est intéressant. J'ai impossible de me souvenir comment je faisais avant. Mais on a, ouais, On le c'est vrai que faisait, ouais. c'est pas que j'en ai pas fait 200 Mm. ou 300 ou même plus que ça. Hein. J'ai fait des centaines de demandes d'ACRE. on a à ce sujet-là demande d'ACRE. Est-ce Très bonne qu'un question. mandataire peut endosser le rôle et faire la demande à la place Bah, de son client? sur le site, pour moi, oui. Hein, parce que quand j'ai fait les pas à pas, moi, je l'ai fait à mon nom et puis je suis arrivée jusqu'à la demande. Moi, je pense que oui. De toutes les façons, c'était déjà prévu à l'époque que le mandataire puisse le faire. Mm. En revanche, moi, de mémoire, le formulaire ACRE ne pouvait être signé que par le dirigeant. Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut faire la demande Pour le compte, mais en faisant signer. pour le compte, mais voilà. que le formulaire à l'époque, moi, je le faisais signer tout le temps par le dirigeant parce que dans les textes, j'avais trop peur qu'il y ait un problème. Dans les textes, c'était écrit, c'était le dirigeant qui devait Oui, et signer puis je le pense que c'est formulaire. toujours préférable parce que c'est quand même lui qui précise qu'il n'a pas fait l'objet d'un acre préalable et si pour peu qu'on soit un nouveau client, attends, on j'ai le sait pas téléchargé toujours. le form. Non, mais c'est une bonne Mm. question. Mm. Je vais aller vérifier ça aussi. Mm. Mais pour moi, de mémoire, dans les textes à l'époque, c'était que le dirigeant qui pouvait signer. Mm. Et si, alors ça m'arrivait de signer, je grugeais, parce que j'avais oublié de faire ça. Non, c'est bon. Décidément. Mais ils s'en De rendaient pas Lauriane. compte. Non, mais ils s'en rendaient pas compte parce qu'ils connaissaient pas la signature du dirigeant. Mais non, mais quand tu es dans l'urgence et que tu es embêté et que tu peux faire sauter des exonérations,
Voilà, hein, mais bon, maintenant. Alors, mon ancien cabinet s'appelle, si vous voulez l'attaquer. Voilà. Voilà. Mais en tous les cas, non, c'est une bonne question. Mais moi, je pense que le formulaire, c'est le dirigeant qui doit signer et que la demande, elle peut être faite par nous, puisque de toutes les façons, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais fait, quand j'ai fait ma simulation, il n'y avait rien qui s'opposait à ce que moi je le fasse. Et on doit insérer les documents et faire la demande. Je pense qu'il n'y a pas de problématique. Ouais, ça peut être le mandataire. Comme à l'époque. On a une petite question sur les corrections sur l'INPI, sur les corrections sur des sociétés unipersonnelles qui sont assez fréquentes. Oui. Est-ce que tu as des infos de l'équipe du RNE sur l'amélioration des données ou la consolidation? Bah, de toutes les façons, ils n'arrêtent pas de consolider. C'est ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'en fait, ils n'arrêtent pas de faire des appels et des appels et des appels. On voit que c'est de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il y a toujours la problématique de la société associée unique. Et on le voit, nous, même en tant que professionnels, quand on est pressé de faire une formalité, on veut faire plaisir aux clients, on se dépêche. Et on n'a pas vu que la société, elle était pluripersonnelle alors qu'elle est associée unique. On n'a pas fait la déclat. Bah oui, on peut pas faire une correction en même temps qu'on a un dossier pendant au greffe. Il va nous mettre en rejet, il va nous dire, attention, elle est associée unique. On peut pas faire la correction en même temps puisque c'est pas possible. On peut pas faire une correction pendant qu'on a un dossier qui est pendant au greffe. Et effectivement, ça, non, on n'a pas encore vu d'évolution. Ils nous ont promis qu'il y avait des évolutions. Nous, on voit que ça va de mieux en mieux. Mais sur cette formalité-là, c'est pareil. C'est un peu comme je vous disais, télécharger l'avis de situation. Nous aussi, c'est un élément, on vérifie la forme juridique et on vérifie l'unipersonnalité ou la pluripersonnalité, c'est-à-dire le statut légal particulier. C'est comme ça que ça s'appelle. On regarde s'il est bien déclaré. Et souvent, on est obligé de faire la formalité préalable. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'évolution sur le sujet. Et nous, on reste vigilants parce que, voilà, comme on est obligé de demander l'invalidation du dossier, faire notre correction et revenir, et sachant que même si on demande au guichet unique en disant oui, est-ce que vous pouvez nous changer, nous le mettre unipersonnalité dans notre dossier pendant qu'on a une formalité en cours au greffe, ça fonctionne pas. Donc même s'ils voulaient nous le changer, être sympa et nous le changer à la mano, ça fonctionnerait pas. Donc le dossier se met pas à jour. Donc voilà, non, j'ai pas de solution miracle. Nous, on en fait encore beaucoup, on fait encore beaucoup de corrections sur le statut légal particulier. Mais voilà. Mais en tous les cas, ils nous disent sans arrêt qu'ils font des mises à jour, des mises à jour. Ça change également le tarif des formalités. Donc c'est pour ça que souvent, il faut... Excellente transition vers oui, les tarifs. Ça peut être dans l'autre sens. Puisque on a cette fameuse question, Cédric Garnier qui nous pose la question sur les écarts de tarifs entre le paiement et le coût réel de la formalité. La facture finale du greffe, on a des remboursements qui arrivent tardivement. Tu as été confronté, tu nous en parlais, à ces problématiques-là, notamment quand il faut boucler le... Oui, c'est là où il faut, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il faut changer un petit peu la démarche en général avant de faire les formalités. C'est vrai qu'il faut vraiment prendre l'habitude d'aller voir qu'est-ce que le dossier, enfin quelles informations sont présentées par le guichet unique ou par le data INPI avant d'aller faire une formalité. Et c'est vrai que pour moi, avant, on avait tendance à lancer une formalité et finalement, on regardait que la formalité était bonne à la fin. Là, c'est qu'est-ce que Data NP a concernant l'entreprise sur laquelle on travaille et qu'est-ce qu'on modifie. Et du coup, en effet, on va rentrer dans un jeu finalement entre les unipersonnels et les associés finalement où le tarif des formalités est pas le même. Donc c'est vrai que si on dépose par exemple une formalité alors que c'est une société unipersonnelle, on va payer en mode pluri, et voilà, on va payer quand même plus cher la formalité. Et il faut suivre le remboursement après un petit peu des formalités et des erreurs qu'il peut y avoir de changement de carte bleue, d'une carte bleue périmée, on en parlait, on a déjà eu des cas comme ça finalement, où finalement on peut pas rembourser sur la carte bleue puisque elle est périmée et donc voilà, et l'INPI lance un certain nombre de sujets pour écrire et dire on vous rembourse par virement, enfin ainsi de suite. Donc voilà, ça fait beaucoup de va-et-vient et c'est vrai que d'où le fait qu'il faut vraiment bien en amont aller regarder la base INPI avant de lancer une formalité. De toute façon, même en dehors de ça, il y a des problèmes encore de tarifs. Oui, c'est ce que c'était la question. Ils travaillent constamment, ils nous disent sur les tarifs, ils sont tout le temps en train de mettre à jour, surtout que là en plus je crois que c'est en février, mais déjà j'ai vu qu'il y avait déjà des modifs de tarifs. Donc en fait ils mettent à jour sans arrêt, mais je pense que ils n'arrêtent pas de dire qu'ils mettent à jour, mais je me demande si le système est bon sur la tarification. On a vraiment pas mal de sujets dessus, mais vous inquiétez pas, on n'arrête pas de leur dire les tarifs, les tarifs, les tarifs, les tarifs. Et pareil pour les remboursements, j'ai un ami juriste hier qui m'a dit fais attention au remboursement parce que il s'est rendu compte que lui n'était pas remboursé depuis très longtemps. Il faisait pas gaffe, il se disait ça va rentrer sur le compte et finalement il a dû aller sur le compte, vérifier tous ses rejets définitifs, faire la liste et redemander au service comptable les remboursements. Et il m'a dit je les ai au compte-gouttes et il avait 2 ans de retard. Donc faites attention au remboursement parce que
Voilà, et n'oubliez pas, les remboursements, c'est l'INPI qui les fait, parce que si le dossier n'est pas validé, le greffe ne reçoit pas les sous. Les sous restent à l'INPI, parce qu'on a payé l'INPI, donc c'est la demande de remboursement, c'est à faire à l'INPI. Et c'est vrai que nous, on va faire une petite campagne, on va les vérifier, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, le pas à pas Acre, je l'ai donné à Aurélien qui m'a dit oui, tu m'as fait des captures d'écran, c'est compliqué à mettre dans la FAQ. Et donc, bientôt. Il vient de me faire un Oui, signe. En gros, il va le faire, il est en train. Donc, mais vous inquiétez pas, on va le fouetter. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai, hein, c'est une bêtise. Hein, je fouette personne. Non, mais on est sûr, on a pas mal de questions sur ce sujet-là. On a des questions sur les saisies. À l'EBE, j'en ai parlé hier à Monsieur le Ménager parce que je l'ai croisé hier matin et je lui ai dit. Chez nos confrères. Hein, on en a ras le bol. Des confrères qu'on salue, Émilie qui dort. Oui, voilà. Qui suit peut-être. Coucou Émilie. Merci pour la Formaltech d'hier. C'était bien. On a appris des trucs et c'est bien parce qu'en fait, ça, pour la profession, c'est bien qu'on ait ce type d'événement parce qu'il faut vraiment qu'on ait une reconnaissance de notre statut et puis qu'on puisse faire bouger les choses. Enfin bref, du coup, je lui ai dit, oui, j'en ai marre. J'avais plein de BE avec des démembrements, des machins. Je me suis pris la tête. J'ai eu un problème dans le dossier. Je suis revenue en arrière dans mon dossier. Purée, ça m'a effacé la date, la commune, la nationalité de mon BE et c'est fatigant. Il a dit oui, c'est un bug parce que c'est un bug qu'on a depuis des mois et ils le savent très bien et il est encore en cours de résolution. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais certaines fois, maintenant, je fais des captures d'écran. Quand ils sont trop compliqués et que j'ai la flemme de l'écrire, je fais une capture. Avec mon téléphone, je prends en photo le guichet et je me dis tiens, comme ça, si tu t'effaces, j'ai plus qu'à recopier. Mais c'est vrai que c'est énervant. Donc oui, on connaît le sujet, on l'a remonté et il a admis que c'était un bug et que voilà, c'était en cours, mais j'ai l'impression que c'est compliqué, un peu comme les adresses de correspondance. Vous vous souvenez combien de fois elles ont sauté, combien de fois on n'arrivait pas à les sélectionner? Et il nous a expliqué, c'est parce qu'en fait, le guichet unique est mis à jour par la base nationale, la BAN, la base des adresses nationales, et qui met à jour régulièrement en fait le guichet unique pour que nous on puisse avoir les nouveaux codes communes, les codes de regroupement des communes, etc. Enfin, je crois que c'est tous les 3 mois. Et du coup, quand la BAN vient mettre à jour dans le guichet unique, ça cause des bugs, notamment dans les adresses de correspondance. Donc quand c'est comme ça, on est obligé de bidouiller ou d'attendre. Moi, j'ai attendu le lendemain. Voire même sur la saisie d'un établissement, je ne trouve pas l'adresse, alors que je sais très bien que je peux la trouver, mais tu cliques et tu es obligé d'aller tout ressaisir. Donc c'est vrai qu'en fait, comme il y a pas mal de mises à jour sur le guichet unique qui viennent de plein d'outils différents, on a tout le temps des petits bugs à droite à gauche. Et vous inquiétez pas, nous aussi, on pète des plombs sur les bugs. C'est pas parce que là, on a le sourire, on en rigole, mais nos équipes pourront vous le dire. Franchement, ils sont courageux. On râle un coup, mais on avance. On ne peut pas rester à 10 ans à râler. Et puis voilà. Simplement, il faut bien penser à effacer les brouillons et à tout le temps se dire que tout ne se met pas à jour systématiquement quand on a des brouillons. Donc, il faut vraiment penser à avoir des marottes, quoi. J'efface mes brouillons, je télécharge la vie de situation, l'extrait RNE. Enfin bref, tout le temps. Voilà. Petite question pour changer sur les numéros de sécurité sociale demandés. Parler dans le cadre de certaines formalités. Bah oui, mais là, ça fait partie des données qui sont confidentielles. Donc, nous, on est obligé de les demander. Guillaume, t'as dû avoir des réticences, non? Oui, de de temps en clients. temps, on a eu Oui. des réticences, mais Mais, malheureusement, en fait, c'est pour faire le croisement, à mon avis, Oui. des bases de données entre l'URSSAF et autres, parce que c'est finalement dans la même logique que ce que j'expliquais tout à l'heure, où on a une communication impôt, URSSAF, qu'on a finalement, peut-être que vous en avez eu pour beaucoup dans vos clients qui sont on appelle une taxe Puma, puisque aujourd'hui, les URSSAF sont capables de savoir que telle personne ne travaille pas, qui a tant de revenus d'autres activités, et viennent taxer en fait une taxe, la Puma notamment, dont on a eu beaucoup dans les cabinets. Finalement, c'est des croisements de bases de données entre les URSSAF et les impôts. Et donc aujourd'hui, le guichet unique touchant les URSSAF, les impôts et autres, en fait, en apportant un numéro de sécurité sociale, ils sont sûrs de fiabiliser finalement la personne identifiée dans le croisement des bases de données. Bon, on l'a donné avant aussi, le numéro de sécu, sauf pour les LMNP. De mémoire, je crois qu'on les donnait pas. C'est fou, c'est pareil. J'en ai saisi des centaines, mais je m'en souviens plus. Mais pour le LMNP, moi, ça m'énervait de saisir le numéro de sécu. Et en fait, c'est quand Guillaume, un jour, il me dit on a des auto-affiliations URSSAF pour des LMNP qui ont dépassé le seuil de chiffre d'affaires. Là, on en parlait tout à l'heure. Voilà, je et sais c'est pas. pour ça que là, j'ai compris. Et j'ai demandé à l'INPI, effectivement, c'est les impôts et l'URSSAF qui ont demandé à ce que, même pour les LMNP, on demande le numéro de sécurité sociale, parce qu'en
fait, il y a des auto-affiliations qui se font et donc ils ont besoin de numéro de sécu. Donc oui, je suis d'accord, c'est des données confidentielles. Normalement, elles ne sont pas rendues publiques. D'ailleurs, on ne les voit pas remonter. Moi, je les ai vues nulle part, franchement. C'est vrai que je comprends les réticences des clients, mais il faut leur dire que moi je suis obligée de dire que c'est une plateforme sécurisée, que c'est pas une donnée qui est diffusée au public, c'est une donnée qui est diffusée aux organismes sociaux. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Là, je peux pas batailler. De toute façon, c'est une mention légale obligatoire demandée par les administrations. Mais pour l'instant, j'ai pas. Alors si, j'ai entendu c'est arrivé qu'il y a eu des piratages qui essayaient justement d'aller chercher ce type d'informations. Mais j'en sais pas plus sur le sujet. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, on n'a pas le choix. Et je comprends maintenant pourquoi ils font les demandes. Donc, mais je peux pas vous en dire plus parce que je fais pas partie de l'INPI et je sais pas comment ils font leur protection, etc. Je suppose que ça doit être assez costaud. Mais parce que c'est vrai que quand il y a des transferts de données en plus comme ça, c'est comme quand on fait un mail. Moi, je suis paranoïaque. Je fais un mail avec une pièce d'identité ou un numéro de sécu, j'efface mon mail direct. J'efface mon mail et quand c'est pour moi perso, j'ai dit à mon frère, ma mère à qui j'ai transmis, je vais hey, t'effaces l'email, hein. Tu télécharges, t'effaces l'email que je t'ai envoyé, je veux pas que sur la boîte mail il traîne des trucs. Mais parce que voilà, si on est jusque boutiste, dans nos boîtes mail, il devrait pas y avoir de pièces d'identité ou de trucs qui traînent sur des emails de clients ou même nous. Donc, mais je vous comprends, mais pour l'instant, voilà. Il y a déjà la CNIL qui travaille à vérifier toutes les données, tout ce qu'on saisit. Et je sais que le guichet unique est très surveillé par la CNIL. Donc, bon, je ne peux pas en dire plus. On prend encore quelques questions pour terminer cette session. N'oubliez pas encore, vous pouvez voter dans l'onglet questions. J'ai vu Valérie, oui, les adresses masquées, c'est un grand sujet. Pour les adresses masquées, je vous ai dit pour les entreprises individuelles, c'est pour ça que moi je fais systématiquement, je fais déménager changement de l'adresse personnelle de l'entrepreneur individuel parce que voilà, systématiquement. Et pour les personnes morales, tant qu'on a la chance d'avoir les vieux cabis avec l'adresse et que nous on a la maîtrise de notre dossier, c'est-à-dire qu'on sait quand on a demandé la confidentialité, on sait ce qu'on a déclaré, on est bien. Mais je pense qu'avec la pratique et les mois qui vont passer, les années, on va être vraiment embêtés. Parce que si on a tous les cabis confidentialisés, on va pas savoir ce qu'il y a comme adresse sur le cabis. Et si c'est pas nous qui avons fait la déclaration, je pense qu'on va au-devant de certains problèmes et que peut-être que même on va se retrouver à faire des formalités de changement d'adresse perso et le greffe va nous dire ah ben non, c'est la bonne. Je pense qu'on va arriver à des pratiques comme ça. Il me semble aussi à rajouter un point important, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas commander, une fois qu'on s'est mis en confidentialité de cabis, on ne peut pas commander un cabis confidentiel et un cabis non confidentiel. Et pourtant, c'est ce qui Donc attention à tous ceux qui nous écoutent sur le sujet, parce que de temps en temps, ça va être un sujet important de savoir si on peut en avoir des détaillés ou pas détaillés. Non, c'est la confidentialité, rend confidentiel tout extrait de cabis, même commandé après sur le site internet d'Infogreffe ou n'importe quel site qui permet d'avoir les cabis. Ou consultable dans mon Idénum pour exactement. Mon Idénum pour ceux qui ont mon Idénum, on sera toujours en adresse masquée. Parce qu'à un moment, ils avaient dit, c'était le CNGTC avait dit oui, on fera sans doute 2 cabis, dont le cabis, il y aura un cabis auquel seul le dirigeant aura accès, et là, il aura son adresse personnelle. Et ils ne l'ont pas mis en œuvre. Je pense que c'était peut-être complexe d'avoir 2 extraits cabis. Dans tous les cas, nous, oui, ça va nous poser des problèmes. Alors là, il y a quand même une interrogation, c'est que pour les professions réglementées, il était question de vous permettre d'avoir accès justement à ces données confidentialisées. Mais bon, ils n'en reparlent plus. Je sais que les administrations le voient, mais pour les professions réglementées, c'est un sujet qui pourrait être monté dans les ordres. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès au RCS, à la portion du RCS dans laquelle on voit les adresses des dirigeants? Parce que finalement, ça serait bien pour vous. Mais en tous les cas, moi, j'avais compris que vous auriez cet accès et qui n'existe pas. C'est-à-dire que voilà, mais ça serait bien pour nous parce que nous aussi, dans quelques années, je pense que ça va être très compliqué. Si le client se souvient pas de ce qu'il a déclaré et que le siège n'était pas à son domicile, on va être embêté. Franchement, on va être embêté. Et donc on verra même plus, même pour les BE, on saura même plus si on doit le mettre à jour ou pas. On saura plus. Et on sera embêté. Je pense qu'on va aller au-devant de certaines problématiques qui n'ont pas été réfléchies en amont. Je suis d'accord avec vos questions. On va être très embêté avec l'histoire des petites étoiles, là, parce qu'on ne saura plus ce qu'il faut déclarer, ce qu'on a déclaré avant. On n'aura plus la maîtrise du dossier. Donc, c'est un sujet à suivre et je pense que ouais, ça va. Peut-être dans un prochain webinaire, on aura. C'est intéressant, ça, c'est un point à mettre dans un webinaire, à faire des recherches sur l'avenir de la profession, puisqu'on ne voit plus les éléments. Donc, et si le client ne sait plus ce qu'il a déclaré et que nous, on n'a pas fait les formalités d'avant. Ça va complexifier les saisies de notre côté. Bah nous, on va être embêtés parce que déjà, je vois certaines fois que je fais des formalités et que
J'ai rédigé, ça m'arrive encore, hein, voilà, et ben je suis embêtée, je cherche à droite à gauche, je suis obligée de demander à droite à gauche qu'est-ce qu'il y avait comme info. Si j'ai le cabis confidentialisé, je suis bien embêtée, hein. Et sachant que pour l'instant, la confidentialité est irréversible. C'est-à-dire demain, votre client il a un appel d'offres et que on lui dit on veut voir l'adresse personnelle du dirigeant, la levée de la confidentialité n'est pas encore prévue. Je suppose que ça devrait être possible via une requête au juge commis au RCS, avec un motif légitime. Mais ça devrait prendre du temps. Mais sinon, c'est pas la formalité n'est pas prévue sur le guichet unique, elle est irréversible pour le moment. Donc, Et qu'on a bien un dépôt d'acte pour C'est confidentialité, ça. mais on n'a pas Pas un de dépôt dépôt d'acte d'acte. pour annuler la c'est confidentialité. ça. Attention. Donc faire attention si, avec certaines professions, s'ils ont besoin d'avoir l'adresse personnelle sur le cabis. Nous, on a eu le problème qu'avec des appels d'offres à l'étranger, où le client il a dit non, je ne le fais pas parce que voilà. Ça risque de me faire passer à côté de certains appels d'offres. Donc voilà, il faut faire attention. On ne sait pas où ça mène, en fait, on n'a pas assez de recul et on ne sait pas qui pourrait encore demander. Le temps que les administrations se disent maintenant il y a l'occultation, on ne demande plus l'adresse. Et puis peut-être aussi redemander au greffier ce qui compte nous faire 2 cabis. Je ne sais pas. Honnêtement, pour l'instant, on est un peu embêtés. On voit qu'on a encore 2-3 sujets qui vont animer Pas notre année. 2-3, on en a pas mal. Notre événement touche à sa fin. On a essayé de balayer quelques sujets d'actualité encore autour de la confidentialité des dirigeants, des valideurs et surtout des perspectives d'évolution. Je tenais à remercier Guillaume Fayet, de Conseil d'Experts, qui est venu nous accompagner. Merci, J'espère qu'il il vous aura éclairé sur les problématiques dans les cabinets. Et qui est un expert comptable qui fait ses formalités. Bon, je vous cache pas que si quelqu'un qui sait faire des formalités pouvait donner son numéro de téléphone à Guillaume, ça serait bien. Parce que, oui, Lauriane, je t'embête 2 secondes. Ouais, Il faut cocher, pas cocher, décocher. Je crois qu'il a le numéro de la hotline directe. Voilà. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est Non, mais intéressant. j'ai les codes de son compte, j'y vais direct, hein. Mais bon, voilà. Bon, Lauriane, tu peux pas gérer nos 2000 invités au Non, webinaire je peux pas, mais... et leur compte, donc on va peut-être pas aller sur ce mode de fonctionnement. Vous pouvez toujours nous confier les formalités, évidemment, à nos Non, mais services. c'est pour dire que mais, lui qui s'y colle et qui sait pas son métier, je le vois très bien, il me pose des questions. Certaines fois, même, je m'énerve. mais on Le voit que c'est pauvre. complexe. Avec les oui. questions négatives, on en a déjà parlé sur. On en a parlé de la c'est- double négation. Voilà, le nombre c'est d'appels que j'ai eu de mes oui. clients qui ont voulu faire eux-mêmes des fois des formalités et qui arrivent sur, on en parlait sur la phrase sur l'insaisissabilité de la résidence principale où on a l'impression que le client dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé un truc, Ouais. je m'arrête, j'ai une question qui n'a rien à voir avec finalement une formalité un peu quotidienne. Bah voilà, ça c'est le cœur du terrain qu'on a tous les jours en cabinet d'expertise Ouais, mais comptable. si tu n'avais pas ta hotline privée, Voilà. moi je vois, non mais je me dis, je comprends en fait la galère de ceux qui n'ont pas, parce que moi on le fait, c'est notre métier, donc c'est normal, mais je vois les autres, je sens, ils sont dépités, et voilà, il y en a beaucoup qui nous donnent les formalités Bon. qui n'ont pas envie. Et merci aux Voilà. équipes de l'école digitale parce que c'est vrai que c'est un vrai plaisir partagé. En tout cas, on évolue beaucoup grâce à vous. C'est vrai que vous participez énormément, Bah, en tout cas, aux différents cabinets, en tout cas, moi qui sont clients chez vous et qui me le disent. Voilà, avec tous réunis, on arrive à avancer et à améliorer envers notre quotidien de la vie de cabinet et pour les formalistes aussi. Super. Voilà. Eh ben, On merci, voudrait faire merci pour mieux, ce hein. petit message. On voudrait faire mieux et Guillaume. plus, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, on et- essaye à travers ce type d'événement aussi de partager toutes les informations, d'être assez transparent sur l'état des lieux, alors parfois un peu trop transparent sur les pratiques, mais on essaiera de vous expliquer encore des sujets autour des objets JSON, Moi, il y a des- beaucoup de ce des sujet où sujets j'ai pas eu informatiques. le temps de vous donner des tips ou des machins. On n'a parce pas eu le que- temps de répondre, mais vous inquiétez pas, on reprend toutes les questions que vous nous avez mises et on les analyse après et ça fera partie aussi des sujets sur lesquels on essaye de répondre. Prochain rendez-vous, on fait des matinales également. On était à Bourg-en-Bresse il y a quelques semaines. On sera à Avignon le 10 mars et à Saint-Étienne fin mars. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, à vous inscrire. Notre site internet legal2digital.fr. On donne rendez-vous dans ces départements dans le courant du mois de mars. N'hésitez pas à suivre notre actu toujours sur LinkedIn et dans le newsletter. Bref, on reste connecté avec vous et on espère que on vous aura apporté quelques réponses sur ce sujet. Merci encore beaucoup Lauriane pour Non, mais merci à tout le monde. Mais merci aussi à l'INPI parce que je les saoule beaucoup. Ils sont avec moi, ils sont vraiment réactifs. Bon, c'est vrai que je les fatigue tellement que je pense qu'au bout d'un moment, moi-même, je me répondrai. Mais voilà, il faut voir que tout le monde fait des efforts pour que ça aille mieux. Avant, c'est pas le discours que je tenais, mais maintenant, je vois les efforts que tout le monde fait
Mais j'aimerais bien que ça s'améliore aussi avec les greffes, l'uniformisation des pratiques, etc. C'est aussi un de nos sujets Ouais, on a beaucoup de de l'année sujets sur le feu. 2026. Et voilà, j'espère que tout va aller mieux cette année parce que on commence à fatiguer. Non, mais on fatigue. Et puis on perd confiance en nous, on fatigue, on se pose des questions sur notre métier. Donc vous inquiétez pas, on est dans le même bateau. Mais là, je sens que les acteurs sont plus impliqués qu'avant. Tout le monde essaye de faire, voilà, il y a une prise de conscience que le guichet unique, maintenant, il est là. Et donc, les greffes, ils essayent voilà, ils font avec, et ils essayent un peu plus de nous aider, pas tous, mais sinon, voilà, il y a plus d'implication, et l'INPI s'implique beaucoup plus qu'avant, je trouve. Et ils ont embauché plein de personnes qui ont vraiment Oui, on a travaillé vu en plein de cabinet. messages ouais. d'insatisfaction sur les temps de réponse, les C'est délais, INPI les Direct, appels. c'est INPI l'enfer. Direct. En revanche, sur l'INPI Direct, c'est l'enfer. C'est plus Voilà, je ne vais pas compliqué, dire de bien, parce que moi, il me raccrochage au nez, etc. Mais en tous les cas, moi, c'est pour ça que je fais des emails. J'ai plus de réponses par email. Et voilà. Mais INPI Direct, c'est pas les mêmes personnes qui répondent aux emails qui sont sur INPI Direct. Donc c'est pour ça que voilà, je pense qu'il y a plus de débordements. Et pourtant, ils sont enregistrés. Hein. Voilà. Mais ils s'en foutent. On va terminer sur cette Courage à petite tous. note. Et Voilà. bonne saisie, et puis bon Mais courage. surtout bon courage à vous et merci pour votre fidélité en tout cas à ces événements. On est content de vous retrouver nombreux. Et encore une fois, merci Guillaume, merci Lauriane et Merci. Clément et Aurélien Si qui sont vous voulez toujours là qu'on mette des derrière FAQ ou si j'oublie, faites-moi un email parce que on a beaucoup de sujets sur le feu. Mais si vous voulez des FAQ, des sujets, faites-le, écrivez-moi et je finis toujours par le faire avec des gros délais certaines fois, mais voilà. nous. Bon. Merci à tous. Merci. À très bientôt et bonne journée, bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Kiko. Au revoir.